Ne manquez pas les vidéos de débat fréquemment animés, divergents ou engagés. Journal de gauche pour écrire demain pour un journal de droite. Voilà, tu respectes la ligne éditoriale. Il n'y a pas de palabres. Et chez nous, là, nous sommes très corporatistes. Les gens, tu peux pas, ne pensez pas que quand quelqu'un va s'attaquer à moi, un journaliste, même s'il écrit au journal Le Temps de Nadi Bamba, il ne va pas m'agresser. Il ne va pas m'agresser. Et moi aussi, je ne vais pas l'agresser. On appelle ça la confraternité. On appelle ça la confraternité. Il n'y a pas de palabres. Parce que la vérité, ceux qui pensent que c'est palabres, c'est eux qui n'ont pas compris. Hein. En tout cas, c'est ce que je voulais te dire. Je fais mon micro. Sinon, il n'y a aucun problème en nous. Il n'y a aucun problème en nous. Donc, vraiment, reste tranquille. Si tu veux parler, tu as la parole, vas-y. Merci. Moi, vraiment, c'est de ça qu'on a besoin. Donc, c'est pour ça que je dis, essayer de médiatiser ça. Quand vous vous retournez. Le président Parigo. Le moins. Micro. Merci. Ouais, donc, c'est ce voilà. Ouais, donc, nous, c'est ce qu'on veut. Hein. Parce que c'est ce qui va apaiser les gens. Par exemple, moi, je vois, par exemple, là, un débat, par exemple, sur TikTok, Steve Biko contre vous, ou bien d'autres cadres politiques. Vraiment, je veux des débats, même pas forcément, parce que c'est ça qui va apaiser les gens. Nous, on voit pas ça. Donc, quand on voit pas ça, là, ça fait que on se voit en champ de faïence même. C'est-à-dire, vous n'avez aucune idée. On se voit en genre de faïence parce que vous qui êtes devant les médias, vous nous montrez pas que non, on peut débattre. Chaque fois que vous faites vos débats, c'est toujours court. C'est 5 minutes, 2 minutes, 1 demi-heure, 2 heures. Mais il faut que les débats continuent. Moi, par exemple, ici, je suis au State ici, quand il y a les débats politiques là, c'est 24 heures. Les gens sont là. À l'Assemblée, les gens débattent. Ici, les gens, ils sont là 2 jours, 3 jours, ils débattent. Tout le monde va parler. Donc, c'est de ça que vraiment on a besoin, quoi. Si vous voulez essayer de parler à tout le monde, que tout le monde se décharge. Voilà, qu'on se décharge. Parce que si on garde trop dans ce qu'on a là, c'est pas bon. En 70, il y a eu un carnage en Côte d'Ivoire. On s'est massacré. Mais l'histoire a fait que même malgré les milliers de victimes, malgré la perte de notre leader Kragbe Nyagbe, les Ivoiriens se sont pardonnés, se sont réconciliés et puis on a vécu ensemble, on a vécu en paix. Non mais frère Kragbe, en vérité là, il faut que les gens aussi apprennent à avoir ce qu'on appelle la culture démocratique. La démocratie là, la démocratie. Tout le monde crie démocratie dans sa bouche, matin, midi, soir. Mais la démocratie commence d'abord à accepter ce que l'autre dit, même quand on n'est pas d'accord avec. C'est ça le principe. Et c'est pour cette raison que tout à l'heure, quand quelqu'un m'a posé une question sur mon jeune frère Sissi, je leur ai expliqué aussi mon point de vue, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais c'est pas pour ça qu'il y a le brûlé. Il y a le brûlé, pourquoi? Il a une position, j'ai ma position, je respecte sa position, il respecte ma position, et puis on avance. À la vérité, pour revenir sur la question des médias, il faut que les gens apprennent à avoir une culture aux médias. Les gens doivent apprendre à avoir une culture aux médias. Mon ami et frère Eman Aboua, je prends tout le monde à témoin et je mets n'importe qui au défi de me dire sur n'importe quel panel, ou que ce soit chez moi ou chez quelqu'un, si une fois, chaque fois que quelqu'un a essayé de s'attaquer à lui, je me suis opposé à la personne. Je ne l'accepterai pas. Oui, je ne l'accepte pas aujourd'hui, je ne l'accepte pas demain. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'animosité entre nous, il n'y a pas de palabres entre nous. La seule chose qu'il y a entre nous, c'est un débat d'idées, le temps d'une émission de 1h20, 1h25 minutes. Voici la vérité. Voici les faits. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Il ne faudrait pas que les gens vous fassent croire. Parce que la plupart des gens qui parlent, oui, comme si c'était la guerre, c'est palabres, il n'y a rien. En fait, c'est des palabres artificielles. C'est artificiel. Et tu vois, c'est pour cette raison que Charles Blé Goudé a dit quelque chose. Il y a des gens qui vivent
de la crise et il y a des gens qui vivent la crise. Pour nous qui avons déjà vécu la crise là, c'est que les gens veulent là. On ne va pas accepter ça. Moi, Daouda, en tout cas, je ne vais pas l'accepter. Je m'opposerai à quiconque va devenir un frein à cela. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas qui t'agbra, hein. Moi, je dingue, il n'est pas jeté quelqu'un. Moi-même, je suis en train de rouler, il ne voit même pas qui est en train de faire. Voilà, c'est pas. J'étais pas rigolo aussi. Attends, je vais voir. C'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi. Je ne sais pas qui a fait de ça. Voilà. C'est bon, tout le monde est là maintenant. Tout le monde est là. Donc, vraiment, c'est pour dire aux autres, arrêtez. C'est pas utile. Moi, aujourd'hui, moi, Daouda, franchement, que ce soit chez les pro-Soro, les GP, les PDCI, les PPACI, moi, il y a mes amitiés, hein. Moi, je n'ai pas gâché mon amitié à cause de quelqu'un, hein. Vrai, là, il ne peut pas faire ça. Il ne peut jamais. Et moi, dans ma vie de tous les jours, moi, j'ai eu 2 amis, on est ensemble. Et puis les 2 ne se parlent pas, mais les 2 parlent avec moi. Mais quand je suis avec, c'est comme Denguele. Ah, qui a acheté le vieux là encore? Attends. Faut qu'il regarde, je comprends pas. Je comprends pas. Mener des actions pour pouvoir tirer la personne. Je me souviens, il y a eu un certain Youssouf Fofana qui a eu à faire des bêtises en France, qui est venu se réfugier en Côte d'Ivoire. Les Européens ou bien les Français ont réclamé à ce que cette personne soit extradée. Cela a été fait. Pourquoi nous, de notre côté, nous ne sommes pas capables de pouvoir appeler les personnes qui appellent à déstabiliser le front social, qui appellent souvent au meurtre, qui appellent et que on ne soit pas capable d'avoir une justice qui soit capable d'aller les prendre même de là-bas où ils sont cachés. Quelque part, c'est le 2 poids 2 mesures qui est favorisé par l'ensemble des politiciens. Donc pour moi, cette histoire de xénophobie, de haine de soi, de haine contre certains groupes ethniques, est motivée par l'absence de justice qui s'applique réellement. À un certain moment, si nous espérons vivre dans un état de droit, cet état de droit-là doit avoir une justice qui s'impose de gré ou de force. Et stop les arrangements politiques, parce que les arrangements politiques, le monsieur, parce qu'il pense qu'il est politicien, il doit avoir un safe conduite. Non, il faut que la loi s'applique sur tout le monde. Je fais mon micro, je remercie Daouda. Merci. Merci beaucoup Côte d'Ivoire pour vraiment ta pertinence et ta rapidité. Colby, tu avais une question pour le président Parigo. Pose ta question, s'il doit y répondre, il va y répondre, mais rien ne l'oblige à répondre. Oui, bonjour à tout le monde, bonjour Là, je suis là. aux autres panélistes. Parigo, c'est mon grand frère, donc quand je lui pose ma question, il va me répondre. Bonjour Parigo. J'ai vu qu'il y a Soulé qui avait fait une sortie la dernière fois en disant que quand ils sont allés rendre une visite à Blé Goudé, à La Haye, que Blé Goudé leur aurait confié que c'était le président Ouattara, le vrai gagnant des élections en 2010. Est-ce qu'à l'époque, quand vous étiez ensemble, après leur visite, ils vous ont rendu compte de cela? Ça, c'est ma question. Et je vais continuer. Colby, rapide, avant que tu ne continues, j'aimerais faire cette précision. Oui. Je pense que, honnêtement, je suis, moi, personnellement, mal à l'aise avec cette question. Je suis mal à l'aise. Mal à l'aise parce que, à la vérité, si tu poses cette question à Parigo, c'est comme si tu étais en train de le pousser, en fait, à parler contre ses amis. Et moi, ça me met mal à l'aise. Ben, en politique, je pense que on n'a pas d'amis. Cette question, lui-même, il sait qu'elle est pertinente et que ça peut éclairer les gens. Mais c'est déplacé, en fait, c'est ce que je veux dire. Ce qu'on va faire, Omo, je suis d'accord avec ce que Omo dit. Oui. Parce que la dernière fois, il ne faut pas que les gens vont considérer ma présence ici comme ici étant là pour répondre aux autres. Mais c'est une question quand même, elle est pertinente, mais ça va s'apparenter à quoi? Mais je peux quand même vous, Colby te dire, hein, voilà, que moi, je n'ai pas eu le compte rendu de la rencontre. Ok? J'ai eu une petite partie de la part de l'OCNI
Mais les révélations qui sortent ces derniers temps-là, j'ai pas eu ces comptes rendus. Voilà. Bon, j'aurai le temps quand même de répondre à tout ça. Mais je te le dis que j'ai été surpris, voilà, d'entendre comme tout le monde, voilà, puisque c'est rendu public, j'ai été surpris d'entendre que Charles Blé Goudé aurait confessé ça. Voilà. C'était ma première fois d'entendre. Moi, ils sont partis, j'ai pas demandé de compte rendu à quelqu'un. Ils n'étaient pas obligés, puisque moi j'ai refusé d'y aller. Voilà, parce que j'avais mes raisons propres. Et c'est tout ça aujourd'hui qui guide jusqu'aujourd'hui ma posture. Voilà, c'est ça qui guide jusqu'aujourd'hui ma posture. J'ai décidé de ne pas y aller. Voilà, donc j'ai pas eu de compte rendu de la rencontre. Voilà, l'OCENI, j'avais demandé un peu à l'OCENI, voilà, qui m'avait dit on est parti, ça s'est bien passé, Gbagbo est venu nous saluer, ça s'arrête là. Mais rentrer maintenant dans les profondeurs, non, ça n'a pas été le cas. Voilà, donc c'est maintenant que tout ce qui est en train d'être dit, que ce soit de la part de l'OCENI, que ce soit de la part de Souley, c'est maintenant vraiment que j'apprends vraiment ces choses-là. Et j'estime aussi qu'ils devaient garder, hein, voilà, je ne les en veux pas, je n'en veux pas à l'OCENI, je n'en veux pas à Souley, à Amiral et toutes les personnes qui sont parties, de n'avoir pas rendu compte. Parce qu'on peut estimer que le contexte dans lequel ils sont allés à la rencontre, et donc ce qui s'est passé là-bas, doit être confidentiel. Voilà, jusqu'à ce que l'un trahisse l'autre. Bon, s'ils ont estimé que c'est le moment de parler, bah, je trouve aussi légitime, hein, parce qu'il y a aussi un peu de trucs, même au niveau de Charles, voilà, qui a reçu Guillaume Soro, le président Guillaume Soro en Hollande, voilà, qui est venu le visiter. Tout le monde a vu la vidéo, bras dessous, ils rient ensemble. Voilà, cette vidéo aussi existe. Mais moi, pour le moment, je n'ai pas envie vraiment de critiquer Charles Blé. Voilà, parce qu'on dit en politique, chaque jour suffit sa peine. Voilà, moi, c'est la posture actuelle qui m'intéresse. Est-ce que sa posture actuelle est une menace pour la paix en Côte d'Ivoire? Non. Donc, à partir de ce moment-là, je ne le considère pas comme quelqu'un que je dois déconstruire. Sinon, j'ai beaucoup de choses à dire sur lui, mais j'estime que, voilà, moi, ma posture, c'est un postulat d'apaisement, de réconciliation pour ceux qui veulent la réconciliation et l'apaisement en Côte d'Ivoire. Voilà ce que je peux dire. Merci. Merci, grand frère. Je suis satisfait de votre réponse. Et Daouda, ma question n'était pas malveillante. Au fait, j'aimerais répondre ici pour dire quoi par rapport à Jonathan hier qui disait que c'est le président Ouattara qui devrait éduquer la jeunesse ivoirienne. Il faudrait dire à ce monsieur que ce n'est pas le président Ouattara qui est dans les qui est l'éducateur dans les familles. Vous voyez, un président de la République, c'est un psychologue des foules. Il peut faire la psychologie des foules. Bon, Koulbi, il est arrêté une seconde fois encore, malheureusement. Je souhaiterais, avec ta permission et avec le respect que j'ai pour toi, que tu ne parles plus de Jonathan, parce que j'ai décidé il y a longtemps, il y a plus de 2 ou 3 mois de... Tu l'as banni de ton panel. De mon panel, donc bon, je vais le faire de si façon générale pour dire aux gens si tu parles de lui, voilà. Je vais pas le citer. Bon, un président de la République n'est pas un éducateur. Le président de la République n'est pas là pour éduquer les gens. Bon, les gens qui se permettent d'insulter une petite fille parce qu'elle devient Miss, parce qu'elle porte un nom qui les dérange, moi je pense que dans notre société c'est déplorable parce que nous avons soutenu toutes les Miss ici en Côte d'Ivoire sans regarder leur nom, sans regarder leur ethnie. Aujourd'hui, si les gens ils doivent soutenir la beauté par rapport à l'ethnie, je pense que c'est déplorable. C'est cette jeunesse-là même qui doit revoir son éducation. Ce n'est pas un parti au pouvoir ou un président ou un chef de parti politique qui doit faire l'éducation de la jeunesse. Voilà, sur ça, je vais m'arrêter. Parce que, tu sais, Daouda, moi, je suis pas dans le politiquement correct. Donc, si je vais trop en profondeur, je pense que tu vas trop m'arrêter. Donc, je suis pas dans le politiquement correct. Merci. Et bon panel à vous et je descends. Merci. Merci, Koulbi. Koulbi, ce n'est pas que je fais du politiquement correct. Non, c'est pas du politiquement correct. Mais j'estime que quelqu'un que tu as banni sur ton panel, c'est pas bienséant de parler de la personne quand cette personne-là, cette dernière n'est pas là. Ça, je ne le fais pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je pense que les grands hommes là, ils discutent des idées. Ils ne discutent pas des hommes. Moi, j'aime pas parler des gens. J'aime pas personnaliser le débat. Maintenant, comme vous avez ouvert le sujet de la Miss, moi, j'ai vu le sujet, je n'ai pas voulu en parler parce que
ça m'a véritablement fait très mal parce que traiter quelqu'un de vilain, de laid, de ceci, de cela, moi, ce sont des choses que je subis matin, midi, soir. Je l'accepte malgré moi. Je le porte sur mon dos et je navigue en eau profonde, en pleine mer. Je tangue comme un bateau, mais j'avance. Je ne change pas de direction. Je garde toujours ma démarche. Je pense que ce moment-là, ça va passer. Ça va passer. Il faut laisser ces gens-là parler parce que plus vous allez répondre à ces gens-là, plus vous allez leur donner du grain en mode. Ils ont besoin de ça pour vivre. Ne leur répondez pas. Essayez d'avancer, c'est tout. C'est pas du politiquement correct, mais je pense qu'il faut que tu arrives à comprendre que j'ai une posture qui est différente de la vôtre. Il y a des choses que vous pouvez dire, il y a des choses que vous pouvez faire que moi je ne peux pas faire. Parce que si je dis quelque chose et qu'il y a un mot qui est plus haut que l'autre, finalement, les gens ne vont pas dire Daouda a fait ça. Ils vont aller sur les panels, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ça soit Daouda de Live TV, ils vont lier mon travail à ça. Or, je ne veux pas mélanger mon travail à ma vie de tous les jours. C'est pourquoi, quand je prends la parole, je fais très attention à savoir ce que je vais dire là, de les peser. Est-ce que je peux les assumer? Si je ne peux pas assumer, je ne dis pas de mots. Si je dis un mot, c'est que ce mot-là, je peux l'assumer. C'est pour ça, ça n'a rien à voir avec du politiquement correct. Ouais, donc, merci Daouda pour ta réponse. Je vais juste dire aux gens que, bon, c'est qu'aujourd'hui, moi, ce que tu viens de dire, moi, ça m'a beaucoup touché par rapport à toi-même et par rapport à ce que les gens, ils peuvent descendre les gens par rapport à leur physique, par rapport à leur taille, par rapport à leur morphologie. Je pense qu'il faut arrêter ça dans notre société parce qu'aujourd'hui, c'est le cerveau qui compte. Ce n'est pas la beauté, ce n'est pas la forme. Merci. Non, merci beaucoup. À la vérité, ceux qui s'attardent généralement sur la morphologie ou bien la physionomie de quelqu'un, mais c'est des gens qui ne sont pas intelligents. C'est pour cette raison, quand tu parlais d'éducation, le président doit éduquer. Ce n'est pas le président qui éduque. Moi, je le dis à qui veut l'entendre. Quelqu'un qui vient sur un panel venir inciter Dengeli, quelqu'un qui vient sur un panel venir inciter Afsat, ou bien Nord-Sud, ou bien Ahmed, ou bien président Parigo, ou bien Kragbe, en vérité, c'est rien d'autre. Ce sont tes parents que tu es en train d'insulter. Parce que tu es en train de démontrer aux yeux de la terre et du monde que tes parents ont échoué dans ton éducation. Tes parents, ils t'ont juste mis au monde, c'est fini. Ils n'ont rien mis dedans. Et donc, dès l'instant que moi je comprends cela, le reste, je m'en fous de ce que tu penses. Je m'en fous. Parce que là, je regarde à tes parents. Parce que les erreurs d'un enfant, ce sont les échecs des parents. Les erreurs d'un enfant, c'est les échecs d'une mère, c'est les échecs d'un père. Point barre. Il faut comprendre ça et puis on avance. Sur ce, tout le monde a parlé, il reste seulement Nord-Sud. Nord-Sud, comment tu vas? Il faut parler un peu fort. Tu n'as pas dit que tu aimes parler doucement. On dirait que tu es en train de parler dans l'oreille de ta femme. Nous sommes tes petits frères. Il faut parler fort dans nos oreilles. Ouais, bonjour tout le monde. Bonjour. La voix qui chatouille les oreilles. Il vient de se réveiller. Il vient de se réveiller. Non. Je suis en train de faire mon petit déjeuner. Je suis dans la cuisine là, tu vois. Mais je viens de me réveiller il n'y a pas longtemps, ouais. C'est parfois ça tu me connais là. Mais j'écoutais, non, je t'ai réveillé, ça fait un bon moment, j'étais dans le lit, j'ai dit, attends, je vais sortir pour venir en bas ici. C'est madame est dans la chambre là. Donc moi, je n'ai pas dérangé les enfants qui dorment, parce que c'est la fête du Canada aujourd'hui, c'est férié ici. Donc, en fait, j'ai écouté beaucoup. Il y a Côte d'Ivoire qui a dit quelque chose qui est important, qui est que, comment on appelle, la loi. Vous avez vu au Rwanda ce qui s'est passé. On n'en parle plus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des lois vraiment très sévères contre tous ceux qui vont employer ce type de propos, des gens, des choses comme ça. Après notre crise, ça aurait dû être, même si ça n'a pas été fait, on peut toujours le faire, il n'est pas tard. S'il y a des lois sévères qui sont appliquées, les gens ils vont se contrôler. Ils vont se contrôler et ils vont calculer, ils vont remuer plusieurs fois la langue avant de sortir ce qu'ils pensent. Parce que, bon, il faut pas laisser... Moi, je trouve qu'il y a trop de laisser aller. Il faut essayer de faire, peu importe que ce soit
une personne normale, que ce soit un leader politique, un homme politique, il faut sanctionner. Si on commence à sanctionner, vous allez voir les gens. C'est parce que s'il y a des gens qui en parlent publiquement, surtout des hommes politiques, des leaders, et ça encourage certains à appuyer dessus. Donc, moi, je pense qu'il faut appliquer des lois et il faut vraiment les mettre en application. Il faut mettre des lois. Je pense que ça doit exister. Ça va m'étonner que ça n'existe pas, mais il faut les mettre en application. C'est un peu ça, parce que quand tu prends le cas du Rwanda, ça a été le cas aujourd'hui. Bon, ça va, il y a eu beaucoup d'avancements par rapport à ce qu'ils ont vécu. On a vécu moins que eux. Peut-être c'est ce qui fait, mais moi, je pense que c'est plus ça maintenant à mes frères du Nord ou quoi. Moi, je sais pas. Ça me fait ni chaud ni froid que tu me traites des paillettes ivoiriens. Je m'en fous de toi. Parce que la nationalité, c'est pas le nom, pas la personne. C'est pas la personne, rien. C'est quelque chose de juridique. Si tu as la nationalité, tu l'as. C'est pas quelqu'un qui peut décider de ça. Donc, j'entends des gens parler non, ils veulent forcément prouver qu'ils sont ivoiriens. Je m'en fous de toi. Ça, moi, je m'en fous. Je sais pas, tu peux pas me regarder du haut. Peut-être d'aucuns diraient, peut-être à cause de ma position sociale ou quoi. Non. Depuis à l'école, je me rappelle même, quand j'étais au lycée, ouais, et j'avais un ami comme ça qui me traitait à cause de mon nom Mori, qui est un nom malinqué. Oh my God. Il me traitait de Guinéens, tout ça. Ben, je lui disais non, c'est le nom de mon grand-père, c'est un nom malinqué, tout ça. Et ce gars, il va en vacances au Ghana, il vient, il me raconte ce qu'il a vécu, tout, mais lui, il se croyait plus. En fait, il y avait ces trucs-là qu'on négligeait, mais je pense que c'est avec l'arrivée de Ouattara à la politique qui a fait que, j'ai commencé à me demander, ouais, je comprends pourquoi c'était comme ça. Mais ce qui est intéressant, je me laissais jamais faire. Et puis, je l'allumais aussi. Ça lui faisait mal, il va dire à son grand frère, j'ai dit, mais si ton grand frère, il est fâché, qu'il vienne, tu vois. Je me défendais à ma façon. Donc, il faut être fier de ce qu'on est. Il faut porter le nom, fièrement le nom qu'on a. Et puis, il faut assumer. Prenez aujourd'hui un peu le cas des Noirs américains qui assument, qui sont plus même par rapport. Il faut assumer son identité. Il faut être fier de ce qu'on est. Et c'est très important. Faut même pas cacher. Faut pas être complexé. Non, 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 non. Faut être fier de ce qu'on est. Moi, c'est le conseil que je peux donner. Merci, je m'arrête là. Ok, merci beaucoup, Nord-Sud. Eric Carter, vas-y, tu viens de monter, prends la parole, et puis après, on va refaire un autre tour. D'accord. bonjour tout le monde. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va. C'est là qu'on va retirer tout ça encore. Oh, bon, je pense que tout ce qu'on dit, ça rejoint un peu tout ce qu'on se dit ici la plupart du temps. Hein. Ça rejoint ce qu'on se dit. Vous savez, toutes les nations de ce monde, y compris même les plus grandes, ont connu des guerres. Et moi, je ne le dirai jamais assez ici. La Côte d'Ivoire, elle est à l'image de notre monde, du monde contemporain qu'on a aujourd'hui. Au nom de la paix et, moi je dirais même au nom de l'hypocrisie, on s'est senti obligé de rafistoler les choses. Voilà. Et au final, on se retrouve toujours avec des conflits qui sont gelés. On construit pas une nation avec les cold cases. C'est ça que les scientifiques des sciences sociales appellent les cold cases. On construit pas une nation avec ça. On peut pas geler indéfiniment un conflit qui a pris ses sources depuis plus de 30 ans, 40 ans. En 2011, les vainqueurs de la crise, je le dis et je le répète, ils auraient dû définitivement frapper les perdants d'inéligibilité, les écarter du débat public et même comme dans certains pays, ils devaient les assigner dans leur région d'origine et puis leur interdire les 2 capitales ivoiriennes. C'est le seul sacrifice qu'on peut faire pour aller de l'avant. C'est un peu comme si les ex-dirigeants Hutus,
J'ai écouté celui qui a pris l'exemple sur le Rwanda tout à l'heure. C'est un peu comme si les ex-dirigeants ou tout là venaient et puis ils exigeaient de Kagame des garanties de démocratie sous la menace de reprendre ce qu'ils ont fait en 94, en 93. C'est pas possible. Même aujourd'hui, en 2025, où on se parle, aujourd'hui encore, Kagame, il rentre dans l'est du Congo pour aller rechercher ses anciens adversaires. Il en a pris même dernièrement, il en a pris certains, qu'il va juger, et puis il va les enfermer. Pendant qu'on a devant nous l'horizon 2050 qui est en train de pointer son nez, alors qu'on a des enjeux qu'il faut prendre en considération, la démographie, l'immigration, l'intelligence artificielle, les gens sont en train de prendre de l'avance sur nous. Au primaire déjà, en Asie, les nouvelles maladies émergentes qui commencent à nous arriver. Donc les dirigeants doivent laisser la planification. LSK, tu peux fermer ton micro s'il te plaît? Et donc on demande à nos dirigeants de ne pas planifier tout ça. Aujourd'hui, on a modifié nos techniques culturelles. Tu vas dans les villages, les gens pompent les champs avec des produits chimiques. Donc ça veut dire que dans 20 ans, dans 30 ans, on va se retrouver avec des problèmes de cancer. Et donc les dirigeants doivent laisser ça, ne pas venir se concentrer sur tout ça. Et puis s'engouffrer dans des débats de celui-là, il vient de telle partie, celui-là, il vient de telle autre partie du pays. Mais on a trois frontières artificielles, une frontière naturelle. Et chacun des peuples, moi j'ai travaillé dans l'humanitaire. Tous les peuples qui sont autour de la Côte d'Ivoire, là, ils ont leurs cousins à côté. Et donc, et tous ceux qui parlent, ils savent ça, ils le savent. Ils font exprès de nous engouffrer dans ce débat parce que depuis le départ, ils ont toujours eu peur d'affronter une personne. Aujourd'hui, ils utilisent ça. Sinon, ce sont des bêtises. Moi, je vis à Abidjan. Mes voisins, ils me demandent pas, tu es de quelle ethnie? Je leur demande pas, ils sont de quelle ethnie? On se regarde pas par rapport à nos religions, etc. Voilà. Les Ivoiriens vivent tous les jours tranquillement. Ils n'ont pas de problème. Et donc, tous ceux qui sont en train de sortir de ce que les Français, si vous suivez bien le débat politique français, ils appellent ça l'arc républicain. Quand tu sors de l'arc républicain, en donnant il y en a même qui vont jusqu'à parler de cocktail Molotov. Hier, j'ai scrollé, je suis tombé sur un live, il y a un qui dit que bientôt il va donner les nouvelles stratégies, comment payer des lance-pierres parce que ça casse les casques de protection des forces de l'ordre, etc. Tous ceux qui sortent de l'arc républicain, il faut leur interdire le débat public. Faut pas que les gens hésitent. Il faut leur interdire ça. C'est la seule condition pour qu'on puisse aller de l'avant. Nous sommes 30 millions, on est censé être beaucoup plus, peut-être 50 millions en 2050. On va pas mettre l'avenir de tous ceux qui sont là et de tous ceux qui viennent devant, entre parenthèses, pour 3 personnes. C'est pas possible. C'est même pas possible. Et donc un petit groupe de gens qui sont nostalgiques de l'époque, ils nous ont quittés en 2011. Pour la plupart, regardez, tous ceux qui parlent, c'est des gens qui sont partis en faveur de la crise. Donc, ils sont déconnectés des réalités du pays. Ils sont déconnectés complètement. Donc, les jeunes avec qui vous étiez dans les rues de Sikoji, à chaque fois en train de crier l'ONU, l'ONU, là. Aujourd'hui, là, ces jeunes-là, ils ont pris des crédits à la banque pour payer des véhicules de VTC qui doivent rembourser sur 2 ans. Ces jeunes-là, aujourd'hui, un seul jour, sans activité, c'est un problème pour eux. Ils ne vont pas vous suivre dans ce que vous êtes en train de dire. Ces jeunes-là sont occupés aujourd'hui. Voilà. Donc, ce sont vos petits frères qui attendent les concours, qui sont encore à la maison, cachés dans les petits quartiers. C'est eux-là qui vont sortir. Et quand ils vont sortir, mais ils vont payer ce qu'ils doivent payer. Les gens vont les gérer. On a faim. Travaillez, les gars. Travaillez. La vision que vous avez d'un État, la vision qu'on vous a vendue, sous prétexte que c'est ça la gauche. Parce que moi, mon problème, il est plus idéologique qu'un problème de personne. Se mettre dans la tête que c'est la gauche, là. La gauche, il faut aller travailler. Regardez, observez très bien les peuples ivoiriens qui se sont
affiliés à ce modèle de pensée. Regardez, c'est de la sociologie, hein. C'est pas de l'injure, ce n'est pas pour dresser les regards de manière malencontreuse. C'est de la sociologie. Regardez très bien ceux qui disent se revendiquer de la gauche. Regardez-les. C'est des gens qui sont à la recherche de l'État-providence. L'État doit nous donner des concours. L'État doit nous donner de l'argent. L'État. Ceux qui sont à droite, par contre, quand tu regardes le Nord, tu regardes les Baoulés, c'est des gens qui travaillent. C'est des gens qui bossent, qui savent chercher leur argent, qui n'attendent pas l'État pour manger. Tu vois, c'est des gens qui ont des initiatives entrepreneuriales. Et donc, c'est plus idéologique que tout autre. Donc, ceux qui sont en train de dire, l'État doit me prendre en charge, l'État doit me laver, l'État, mon ami, lève-toi, va travailler. Il faut aller bosser. Tu veux manger, tu travailles. Tu travailles pas, tu vas pas manger. C'est pas Ado qui va te nourrir. Il ne nourrit même pas ses propres partisans. Il ne nourrit même pas ses propres partisans. On a vu des gens même qui ont voulu se coller à lui pour dire je fais la communication d'Ado. Ils n'ont pas reçu l'argent. Ils sont fâchés. Donc, il faut bosser. Éloignez-vous de ce mode de pensée. On vous a fait croire en l'État-providence. Ça n'existe pas. L'État ne va pas vous donner à manger. Ne vous dites pas que je vais renverser tel parce que demain, quand mon gars là va venir, il va ouvrir les concours, nous tous on va rentrer. Concours, vous allez gagner combien? Les métiers vers lesquels on se tourne, quand on passe les concours là, ça donne combien? Donc, il faut que les gens se détachent de ce mode de pensée. On a des sols qui sont fertiles. On a une pluviométrie qui est exceptionnelle. Que les jeunes Ivoiriens de Daloa qui cotisent 5 millions, 6 millions pour aller sur la mer, d'abord pour se faire arracher tout ça dans le désert, ensuite faire maçon en Tunisie, se faire frapper par des gens qui sont moins âgés que vous, qui sont arabes, ensuite traverser la mer pour aller traîner là. Vous pouvez vous mettre vos 5 millions, vous pouvez vous mettre ensemble et puis créer une petite coopérative agricole. Celui qui pense qu'il ne peut pas là, bientôt on va faire ce genre de live là. Moi-même là, je connais ce genre de domaine là. On va vous encadrer, on va vous apprendre des techniques culturelles, on va vous donner un minimum en matière de comptabilité simplifiée. Vous allez vous installer. Vos comptes en banque là seront tellement remplis que même quand vous allez partir demander maintenant vos visas de façon claire, la France va vous donner. Vous allez aller prendre les photos que vous voulez prendre pour revenir au pays. Mais arrêtez de nous faire chier sur les réseaux parce que vous n'avez pas envie de travailler. Et puis, je suis en train de devenir trop long. On est fatigué de votre récit dominant. Vous avez fait jusqu'à les gens vous répondent maintenant. Insulter les gens, leur lancer des paroles. Voilà que maintenant, vous avez vu ceux qui sont en face de vous, ils vous répondent. Ils vous ramènent vos propos. Ils sont tombés dans la boue avec vous. Ils sont même prêts à mettre en sourdine même le respect qu'ils ont pour leur mort, pour lancer vos stupitudes là, pour vous lancer ça à la figure. Mais vous voulez qu'on aille jusqu'à où? Comment on peut construire une nation avec cette manière de réfléchir? Donc moi, je les invite, parce qu'ils se font passer pour ceux qui sont les plus intelligents, je les invite à aller se renseigner. Une nation, il y a deux façons, deux grands groupes. Il y a la façon d'envisager la nation de manière chez les Allemands. Les Allemands disent nous sommes une nation à partir du moment où on a des traits physiques qui sont communs. On vit sur le même territoire, on parle la même langue, on a pratiquement les mêmes pratiques culinaires, etc. Et puis il y a la vision de la nation de la France. Il dit tu arrives, peu importe ta couleur, peu importe ta taille, peu importe la langue que tu parles, à partir du moment où on est derrière un seul idéal, comme par exemple la laïcité, etc., on forme une nation. À partir du moment où on est ensemble, on regarde dans la même direction, on est une nation. Donc, vous pouvez regarder ces deux visions, ces deux définitions de la nation, là, et puis rangez-vous quelque part, et puis dites-nous, on va marcher comme ça. S'il faut qu'on aille à un référendum, on va aller voter, et puis on va passer à autre chose. Mais les injustes sur Internet, nous fatiguer, nous raconter n'importe quoi là. Vraiment, on est fatigué. Vous êtes nostalgique d'une époque qui n'existe plus. C'est vous là sur Internet seulement qui dites ça.
Nous, on vit sur place, ça n'existe pas. Donc, je ne vais pas être trop long, Daouda. Merci beaucoup. Très rapidement, avant de donner la parole à président Parigo, moi, j'aimerais dire à tous ceux qui sont en Europe, à la vérité, j'ai vu les gens, je reviens sur le cas Charles Blé Goudé. Quand Charles Blé Goudé dit en France, à Paris, à des gens que lui, il ne s'associe pas à un truc de frustré, tout et tout, on peut l'interpréter diversement. Mais malheureusement, je vois que dans tout le discours de Charles Blé Goudé qui a été dit, les gens ont préféré s'apaisantir sur la partie où il s'adresse implicitement, sans dire son nom, à Guillaume Soro. Mais je souhaiterais qu'on aille plus loin dans son discours. Mais quand il s'expliquait, Charles Blé Goudé explique aux gens, il dit que lui, il est sorti de la rue. Il a fait sortir des gens dans la rue. Mais le disant là, il est légitime aujourd'hui pour en parler. Mais tous ceux qui veulent de la violence, tous ceux qui veulent de la crise en Côte d'Ivoire là, moi, on est tous ensemble ici actuellement là. Mais comptez, les 3/4 des gens qui veulent la violence, ils ne vivent pas en Côte d'Ivoire. Ils vivent en France, ils vivent en Belgique, ils vivent en Grande-Bretagne, ils vivent au Canada, ils vivent aux États-Unis. Mais ceux qui sont ici en Côte d'Ivoire, je vous jure, Nord-Sud, Afsat, Parigo, Eric Carter, Kragbe, nous on n'a pas de problème les uns avec les autres. Je vous jure, il n'y a aucun problème entre les Ivoiriens. C'est-à-dire que la crise que les gens veulent nous faire croire là, mais c'est une crise artificielle. Elle est vraiment artificielle. C'est du bavardage matin, midi, soir. En train de faire croire que non, le ciel va tomber sur la tête des gens, il y aura un tremblement de terre. Mais non. Vous êtes loin à 6 000, 10 000 km de la Côte d'Ivoire. Et vous espérez que le feu de l'enfer s'abatte sur ta nation. Parce que toi, tu n'es pas au pouvoir. Parce que toi, tu n'es pas aux affaires. Mais Eric Carter a dit quelque chose mais qui est tellement... Quand Ouattara est venu au pouvoir, avant que Ouattara ne vienne au pouvoir, ça c'est une petite histoire. Mes parents disaient, ah Ado, Wari Fache. Mais quand Ado est venu là, quand il est venu au pouvoir là, mais excusez-moi, hein, moi je connais plein de Djoula qui n'ont profité de rien. Ils n'ont rien eu. Parce qu'eux, ils pensaient que quand le gars allait venir, il allait les mettre en rang et puis il allait compter l'argent pour mettre dans leurs mains. Moi, je connais mes parents, je sais comment ils fonctionnent. Mais ils sont venus là, le monsieur là a montré, si tu travailles, tu gagnes pour toi. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas pour toi. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, que tu sois de l'opposition, que tu sois de je ne sais où, tu as ton business. Tu as ton business en tout cas. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui là, beaucoup de personnes ont commencé plus ou moins à avoir une position docile, à devenir plus flexible. Mais parce qu'ils ont vu qu'en réalité, je suis dans l'opposition, j'ai fait opposition, mais je vais des marchés, je gagne mes marchés. Je vais telle affaire, je gagne. Je vais tel agrément, je gagne. Où est le problème? Donc les gars, ne pensez pas que quand Laurent Gbagbo va venir, il va prendre tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui là, il va les mettre à terre et puis il va les égorger. Il ne fera pas ça. Si tu aimes bien, il ne pourra rien créer. Et moi-même, je le dis à qui veut l'entendre. Mais moi-même, je suis fonctionnaire. Parce que pour beaucoup de personnes, quand tu leur demandes là, non, à part Live TV là, ma vie se résume à ça. Mais moi, j'ai commencé à travailler, je suis fonctionnaire depuis 2018. Et puis c'est en 2022, on m'a appelé pour aller à Live TV, pour aller faire Gombo. Donc les gars, ressaisissez-vous, la vie se résume pas à ça. Gbagbo va venir, il n'y aura rien. Tiam va venir, il n'y aura rien. Soro va venir, il n'y aura rien. Ce seront les mêmes personnes qui vont dire non, ce que vous voulez faire là, je ne peux pas accepter ça. Parce que ne l'oubliez pas, après la rébellion, après le 11 avril 2011, mais quand les gens ont voulu faire des massacres, des trucs bizarres, mais qui est monté au créneau? C'est Ouattara. Mais parce que la communauté nationale et internationale le regarde, tout acte qu'il va poser là, mais ça va lui être préjudiciable. Soyez un peu intelligents. Soyez un peu intelligents. Et la dernière chose que je vais vous dire, pour vous qui faites de la politique, pour vous qui suivez les hommes politiques là, ils adorent ceux qui les critiquent. Ils adorent ceux qui les critiquent. Et de façon acerbe, ils adorent cela. Rappelez-vous, le préfet de Bouaké,
Paul David, qui a dit au temps de PD que si Gbagbo devient président, lui démissionne. Mais quand Gbagbo est devenu président, Paul David est devenu le directeur de cabinet de Gbagbo Laurent. Souvenez-vous, quand Ouattara était encore dans l'opposition, en Côte d'Ivoire ici, il y a des journalistes qui ont écrit dans la presse, je ne dirai pas leur nom, que Ouattara c'est un étranger. Ils ont écrit des pamphlets, jeté des pavés dans la mare contre Ouattara. Mais quand Ouattara est venu là, leur tête n'est pas tombée. Il n'y a rien eu. Gbagbo lui-même, il y a des gens qui l'ont critiqué. Mais ce sont ces gens-là, c'est avec eux qu'il a collaboré. Parce qu'un État ne se gère pas dans les émotions. Un État ne se gère pas dans les ressentiments. Ça se gère avec la raison. Retenez cela. Merci. Moi-même, il n'a pas dit de non. Vous-même, vous avez commencé à écrire les noms, non? Voilà. C'est pour dire que les inconscients qui sont assis loin et qui veulent mettre le feu au pays, là, les inconscients qui sont loin, là, qui font... Non, Debré, je ne suis pas idéaliste. Je ne suis pas idéaliste. Je suis dans la vérité. Et c'est ça la vérité pure et simple. Donc, très rapidement, Président Parigo, je donne la parole. Après, je donne la parole à Kalakbé et puis Ismo qui vient d'arriver. Président, si tu es là, tu as la parole. Et moi, je n'aime pas trop parler longtemps. D'accord. Bon, je pense que tu as tout dit. Voilà. Le débat doit rester, en tout cas, politique. Moi, en tout cas, je ne suis pas venu à la politique pour être guerrier. Si je voulais être un guerrier, j'allais aller m'inscrire à l'armée, ou à la gendarmerie, ou à la police, ou dans les douanes, ou dans les eaux et forêts. Voilà. Et puis là, c'est la force. Mais quand on décide de faire la politique, là, vraiment, c'est pour venir proposer. Si on n'est pas capable de proposer, et que nous sommes dans des considérations, voilà, c'est ce que les gens ont créé hier, là, quand ils étaient là. On leur disait attention. Mais c'est le retour du bâton qui est là. Et moi, j'estime que c'est une question générationnelle. Le problème que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui est générationnel. Et quand cette génération va passer, je pense que nous, nouvelle génération, là, nous serons, si nous sommes intelligents, capables de nous retrouver autour de l'essentiel, autour de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est important. Parce que j'ai pris la parole, j'ai expliqué un certain nombre d'éléments qui doivent amener les uns et les autres. Et au moins vient de vous faire des illustrations. J'ai vu Bruno Le Maire, qui était ministre l'économie des finances de Macron, quand il était candidat contre Macron, très très critique, j'ai la vidéo sur ma page. Il disait que Macron ne vaut rien, il disait non, ce qu'il disait c'était trop grave. On lui a même demandé, mais est-ce que si Macron devient président, serait-il prêt à travailler avec Emmanuel Macron? Il a dit jamais. Mais quand Macron devient président, c'est tout dernièrement là, à cause des législatives là, qu'il a quitté le ministère de l'économie des finances. Oui, et c'est le poste le plus important, le plus juteux dans le pays. Donc, il a donné l'exemple de Paul David. Voilà, sa déclaration était là, c'était très clair. Mais c'est eux qui tenaient la gouvernance de Gbagbo. Moi qui suis là, j'avais de très bonnes affaires avant que Ouattara devienne président. Hein. Mes affaires étaient florissantes, je faisais mes affaires, ça marchait bien. Mais moi, je suis un homme d'affaires de base. Mais quand Ado même, je me suis battu pour qu'il soit président là. Mais c'est quand il est devenu président que mes affaires sont gâtées. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas tous ceux qui s'appellent Daouda, Kamara, Koulibaly, Traoré là, qui profitent de la gouvernance de Ouattara. Tu prends les Adjoumani. Adjoumani n'a jamais été militant du RDR. Mais depuis Ado est au pouvoir, jusqu'aujourd'hui, il est au gouvernement. Hein? On peut dire qu'il a la plus grande longévité ministrable dans le gouvernement. Ado, depuis qu'il est là, je ne sais pas, il y a qui encore après lui. Et lui, il y a Achille Patrick qui est là. Bon, Achille Patrick n'est plus au gouvernement, je dis au gouvernement. Voilà. Hein? Lui, il a le plus grand record depuis Ado est au pouvoir. OK? Or, il n'a jamais été militant du RD. Il y a des gens même qui profitent de ce système. Quand je prends les Fékessé au moment où Ado était à l'hôtel du Golfe, quand le président Ouattara, parce que moi j'aime souvent rappeler les faits historiques, parce que quand on parle aux hommes, il faut les faire des illustrations.
Si, Omo, tu te rappelles, à l'hôtel du Golfe, le président Ouattara avait pris une décision. Il a dit que la vignette 2010-2011 était annulée. Si vous vous rappelez. Voilà. Et qu'aucun véhicule ne devait prendre la vignette. Fait que c'est sorti, a dit que la vignette est en vigueur. Voilà. Et que tout contrevenant qui vont prendre, il y a des gens qui sont morts dans ça, il ne faut pas oublier que tout contrevenant qu'on va prendre sans la vignette. Mais dans les contrôles, là, il y a des gens qui ont fait les frais. C'est-à-dire quand on te prend et puis tu n'as pas la vignette, c'est la preuve que tu appliques les décisions du gouvernement qui est à l'hôtel du Golfe. Parce qu'à l'époque, il y avait 2 gouvernements en Côte d'Ivoire. Mais quand on dit RADP aujourd'hui, là, c'est eux. C'est ça la réalité. Donc, nous, on vous donne ces illustrations. Il y a un gars là, Méambli. C'est Méambli, non? C'est son nom, Méambli. La première fois que j'ai vu Méambli, c'était à ma première rencontre que j'ai eue avec Charles Blé Goudé à Mans. Et c'était la première fois que j'ai vu Méambli. Et quand les gars partaient, j'ai pris ma délégation pour les accompagner jusqu'à la sortie de la ville. Voilà, on s'est vu chez le ministre Bleu Lenné, on a mangé ensemble et puis je les ai accompagnés. On a dépassé et puis arrivé devant. C'est Méambli qui conduisait la voiture de Charles Blé Goudé. Voilà. Ce que je dis là, c'est des faits qui sont vérifiables. Même ce Méambli là, il n'est pas RADP, président, il a été député, président du conseil régional, voilà. Bon, et Alou Eugène était le directeur du protocole d'État du président Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, il est ambassadeur de Ado en Corée du Sud. Philippe Mangou, qui était le chef d'état-major de l'armée de Gbagbo, a été ambassadeur au Gabon et aujourd'hui ambassadeur en Allemagne. Il paraît même qu'il a été nommé encore comme PCA encore dans une grande entreprise. Non, il est nommé aujourd'hui PCA des... comment on appelle ça? Le truc qui gère la PLCC là. Voilà. Et après, voilà. Et après, il y a comment, lui qui était le commandant supérieur de la gendarmerie. Comment il s'appelle là? J'oublie le nom du vieux là, qui était ambassadeur avant son décès au Sénégal. Alcide Djedje. C'était M. Onu de Gbagbo, le diplomate de Gbagbo. Aujourd'hui, lui, il a été vice-ministre des Affaires étrangères. Il est cadre du RADP. Bon, bref, c'est pour vous montrer que la politique est dynamique. On ne fait pas politique, je le dis souvent aux gens, on ne fait pas politique pour aller au paradis. C'est en fonction des intérêts que tu défends fiables et viables, que tu t'engages et tu adoptes une posture. Parce que nous, on aime souvent que les jeunes nous écoutent. On a vu Ange hier qui est venu, voilà, devant tout le monde, dire que voilà, lui, il n'est plus dans l'opposition parce que le discours est ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que le rôle d'une opposition, ce n'est pas de rassurer la population? En temps normal, c'est le pouvoir qui doit faire peur à la population et l'opposition doit rassurer. C'est-à-dire l'opposition doit dire, non, le jour, ils ne seront plus là. Quand nous, on sera là, on va faire ça, on va faire ça. Nous, on va vous protéger. Mais quand on est dans l'opposition et qu'on effraie les gens, on fait peur aux gens. Mais à un moment donné, bah, vous ne devenez plus une alternative. Et moi, il y a longtemps que j'ai essayé de parler aux gens. Mais quand tu as un leader, c'est-à-dire vous avez des leaders à la tête de ces oppositions-là, dont le discours ne va pas dans ce sens-là, donc c'est normal que les petits militants-là puissent adopter de telles postures. Mais c'est l'histoire qui va condamner. Hein. C'est l'histoire qui va condamner. Et les conséquences des déclarations incendiaires que les gens font, ils pensent qu'on n'est pas enregistré. Même je suis en train de parler, il y en a qui sont en train d'enregistrer. Après, ils vont aller faire panel. Parigo a dit, ça nous plaît d'être une référence. Mais moi, je vais être une référence positive. Je veux qu'on me critique parce que je parle de paix. Je veux qu'on me critique parce que je parle de réconciliation. Ça a toujours été mon cheval de bataille. C'est pourquoi vous n'avez pas vu Parigo a été trempé dans quoi que ce soit. Parce que je n'ai jamais accepté la violence, quelle que soit la forme. Le pouvoir que Dieu me donne, je profite de ça pour faire le bonheur et apporter la paix au peuple. C'est ce que moi j'essaie de faire. Donc je ne vais pas me mettre dans une posture va-t-en-guerre, guerrier. Voilà Blé Goudé, il a payé très cher, il est parti à la CPI. Et quand il revient, on lui demande d'adopter la même attitude, le même postulat comme par le passé. Ok? Mais les conséquences là, c'est lui seul qui va assumer. Vous pensez qu'il a envie encore de se retrouver là-bas ou se retrouver encore en prison? Aujourd'hui, il a une vie.
il a une épouse, il a des enfants, il voyage, il fait ses comptes, il fait ses livres, il va animer des conférences. Il y a des gens qui viennent l'écouter. Voilà, on le critique parce qu'il ne dit pas ce que ces gens-là veulent qu'ils disent. Ok? Donc moi, je comprends parfaitement sa posture. C'est pas être un faiblard. C'est pas de la faiblesse. Au contraire, ça obéit à de la stratégie. Parce que comme lui-même il a dit, quand il y a un moustique sur tes testicules, là, il faut faire doucement. Sinon, quand tu vas taper, ça va te faire mal. Et qui veut être le sacrifice de l'histoire? Personne. Qui veut que son enfant soit le sacrifice de l'histoire? Personne. Donc, la réalité, comme le frère Carter le disait tout à l'heure, il y a tellement de choses. Nous, notre rôle en tant que population, c'est de venir écouter les hommes politiques. Et puis, le jour des élections, on tire les conséquences de ce qu'on a compris. On va simplement voter. Après, ils font de notre vie ce qu'ils veulent. C'est ça la réalité. Les gens vont venir tenir des discours creux qu'ils ne peuvent même pas appliquer une fois au pouvoir. Parce que ce que vous dites là, ces propos virulents que vous dites là, quand vous serez au pouvoir là, vous ne pouvez pas appliquer. Quand vous allez appliquer, c'est des problèmes. Ça va créer la violence. Parce que les autres ne vont pas s'asseoir pour vous regarder et vous comporter tel que vous dites. Si toi tu penses dans ta chambre là que tu es fort, mais aussi dans ta tête que dans la chambre du voisin là, lui aussi il est fort. Est-ce que vous comprenez? Si toi tu penses que tu es violent, tu dois aussi mettre dans ta tête que celui qui est en face de moi là, il est aussi violent. Donc chacun est violent à sa manière. Mais la finalité là, on gagne quoi? Il y a des gens qui gagnent des millions grâce aux réseaux sociaux. Moi-même là, vous avez vu mon nom, non? My Own Shopee là. Ce nom là, c'est le nom de ma boutique. Hein. Voilà, je sais qu'au moment même, je ne comprends rien. Il y a un gars qui m'a dit là, il dit je ne comprends même pas pourquoi il y a un nom de Parigo a changé son nom, il a mis My Own Shopee. Je vais pas Daouda, il doit te payer des droits de publicité. Non, franchement, le président est en train de faire de la publicité. Président, tu me dois un web de 50 000. Non, il n'y a même pas de, pour le moment, il n'y a même pas de marchandise, mais voilà, ouais, effectivement, tu as droit à ça. Mais je vous explique que ça là, c'est ma boutique, c'est le nom de ma boutique. Donc la semaine prochaine, je vais remettre mon nom à sa place, mais vous allez trouver, quand tout va être mis en place, vous pouvez cliquer dessus, vous rentrez dedans, et puis vous allez acheter tout ce que vous voulez. Et je vais gagner l'argent avec ça. C'est ça qui rapporte. Les gens sont en train de gagner des millions aujourd'hui avec TikTok, avec Facebook, avec Instagram. C'est devenu un espace pour faire des profits. Pendant ce temps, nous là, on a des audiences. Hein. Je dis, moi souvent, avec ma petite audience que j'ai là, quand je suis avec des gens, et puis je leur dis, ah, moi j'ai 50 000 abonnés, ou j'ai 55 000 abonnés. Mais les gens ne croient pas. Et un jour, j'étais avec des petites là, ils me disent, mais quand je leur montre mon audience là, le nombre de personnes qui sont abonnées à mon compte, il dit, mais je suis choqué, mais c'est une star, je suis choqué. Je dis, ah bon, il dit, mais 1000 personnes, c'est déjà énorme. Toi, tu as 50 et quelques, je dis, mais il y en a même qui ont 600 000. Bon, moi, je n'ai pas boosté mon compte. Hein. Voilà, on m'a toujours dit de mettre de l'argent. Moi, je ne mets pas 5 francs dedans. Voilà, celui qui veut, il n'a qu'à venir s'abonner. Lui qui ne veut pas, il ne sert à rien de booster ton compte, avoir 800 et 1 million de personnes. Quand tu es connecté, tu n'as que 25 personnes qui te regardent, ça ne sert à rien. Je veux un compte normal où les gens viennent naturellement. Donc, bref, c'est pour vous dire que les gens sont en train de se faire de l'argent avec les réseaux sociaux. OK? Les gens sont en train de se faire de l'argent avec les réseaux sociaux. Pendant ce temps, nous, là, on bavarde toute la journée. Quand tu as fini, là, si tu as trop eu, là, c'est 2 fleurs. Même pour tapoter, là, même qui est gratuit, là. Ils ne sont même pas prêts à tapoter. Et on est là, on dit, on mène combat de Côte d'Ivoire. Toi-même, quand tu regardes le nombre d'abonnés que tu as, et puis quand tu es en live, il y en a qui disent qu'ils ont 800 000 abonnés. Au moins, tu imagines, toi, tu as 800 000 abonnés. Si tu es en live, là, au moins 1%. Mais Parigo, non, mais Parigo, laisse-moi te dire. Tu sais, il va te faire une confidence, c'est pas un secret qui est traduit. Mais moi, je connais plein de personnes à Abidjan ici, ils ont les 1 million, 200 000, 300 000 abonnés. Mais viens, moi, je leur donne l'argent. Ah, ok. Moi, je leur donne l'argent. Voilà. Quand ils te voient dans la rue, ils vont te raqueter. Et puis, tu vas donner. Voilà. Mais je ne sais pas. Au lieu de passer son temps à faire des choses. Tu vois, Parigo, excuse-moi de te couper la parole. Toi, si je te couper la parole, tu n'as pas t'arrêter. Il y a 2 personnes derrière toi. Non, vas-y. Ce que j'aimerais dire, moi, je me suis construit, je suis un pur produit des réseaux sociaux. Parigo,
Il y a 3 choses que j'ai promis dans ma vie. J'ai dit, je ne vais jamais faire ça. Première chose, après mes études, j'ai juré que je ne vais jamais écrire de lettre de motivation pour envoyer à une entreprise. Le travail viendra me trouver chez moi. Parigo, j'ai fini mes études, je n'ai jamais cherché travail. Mais parce que j'ai montré mes compétences, ce que je sais faire. Ce que je sais faire là, c'est écrire. J'ai écrit, j'ai été contacté par la radio internationale des Pays-Bas, la RNW. J'ai été correspondant pour TV5. J'ai été correspondant pour El País. J'ai fait la pige pour le New York Times. Mais je n'ai jamais, je dis bien, je n'ai jamais envoyé de demande. C'est eux qui m'ont contacté. Ça, c'était la première promesse. La deuxième promesse, j'ai promis que je n'accompagnerai jamais quelqu'un à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Genre les Benguis, ils viennent, quand les gens s'en vont, on se met en groupe pour aller les accompagner. Je dis, je ne vais jamais accompagner. Le jour où je vais à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, c'est que c'est moi-même qui m'en vais. Par exemple, c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Parce que, à cause de ce que je faisais sur les réseaux sociaux, mais j'ai été invité aux Pays-Bas pour aller faire formation. Après ça, j'ai été invité qu'on appelle ça au Maroc. Non, en Tunisie, pardon, pour aller couvrir une manifestation. Le forum social. Après ça, j'ai fait le tour de l'Afrique. Je suis allé jusqu'aux États-Unis, sans payer 5 francs, invité par des, comment on appelle ça, par des chancelleries espagnoles et puis le département d'État américain. Ça, c'était la deuxième promesse. La troisième promesse, j'ai promis dans ma vie que le jour où moi je m'allais dans une auto-école pour aller faire permis, c'est que j'ai acheté la voiture d'abord. Mais président Parigo, mon Oura que j'ai à Abidjan ici là, j'ai payé ça pendant près de 6 mois. Moi, il n'avait pas permis. J'ai pris le chauffeur pour me conduire. J'ai pris le chauffeur qui me conduisait pendant 6 mois. Mais tout ce que j'ai eu aujourd'hui là, c'est grâce aux réseaux sociaux parce que j'ai mis mes compétences en valeur. Je savais que j'ai quelque chose à revendre. Je savais que j'avais quelque chose. Je l'ai mis en valeur et ça m'a payé. Aujourd'hui, si moi je suis sur Live TV, les gens se plaignent. Oui. Au lieu de venir vous asseoir, insulter les gens matin, midi, soir, toujours en train d'insulter Atu Banga, insulter Daouda, insulter Landry Kyo, insulter tous les chroniqueurs, tous les analystes. Mais commencez à vous forger des idées de débatteurs, une posture de débatteur. Vous allez voir que les chaînes de télévision, ils vont vous appeler. Aujourd'hui, il y a Live TV, il y a NCI, il y a Reflet TV, il y a 7 Info, il y a d'autres télés qui vont venir. Mais c'est maintenant que vous devez vous mettre en tête que moi je débat sur TikTok. Donc je vais structurer ma manière de faire pour avoir un boulot. Mais vous n'avez pas une vision avant-gardiste. Moi je savais que à un moment donné de la vie, l'espace audiovisuel ivoirien allait être libéralisé. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, à faire des chroniques. Mais les chroniques que j'ai fait là, mais je savais que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, on allait m'appeler. Mais je dis à tous ceux qui m'écoutent, et mon patron, il sait que souvent il m'écoute aussi. J'ai jamais demandé d'emploi à Live TV. J'étais dans un pays à la nuit, en train de m'amuser. Et puis, le directeur des programmes de Live TV, il n'a même pas mon numéro. Il m'a appelé, il m'a contacté sur Messenger. Il m'a appelé, c'est quand il a vu son nom, bah, comme il a le même nom que son grand frère, quand il a vu son nom, il a décroché l'appel. Il dit, mon petit, oh, ben, on a un mouvement, tout ça, on doit gérer. Il est vieux, il y a caillou dans mes oreilles, ici dans Péa. Si tu veux, mardi, on se parle. Effectivement, il m'a dit, passe. Il s'est passé au bureau, quand il s'est arrivé, il m'a montré le contrat. Mais pendant ce temps-là, je le dis à qui veut l'entendre, Ali Djarachouba est vivant, il n'est pas mort. Le grand frère Ali Djarachouba m'avait contacté, il m'a dit, je souhaiterais que tu viennes, on va faire des émissions ensemble. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, bon, je vais à Paris et viens. En ce moment, il était en train de faire ses coups à HSC, donc il n'avait pas le temps. Le temps que lui revienne, moi, quand les gars de Live TV m'ont appelé, j'ai regardé le contrat. Quand il prend un contrat, il y a beaucoup de pages. Vraiment, où il y a beaucoup d'écriture, là, tu ne lis pas beaucoup. C'est là où on parle de chiffres, là, c'est là qu'il est en train de regarder. Il a regardé le chiffre et puis il est signé. Je suis rentré pour les vacances 1 mois. La vie, là, c'est une question d'opportunité. Quand on t'a tendu une perche, attrape la pêche, ne la lâche pas. Fabrice Aounion m'a donné une chance, il m'a donné une opportunité. Quand il m'a tendu la pêche, il l'a attrapé. Ça fait 3 ans que je suis à Live TV. Live TV est créé depuis il y a 5 ans. Oui, aujourd'hui, toute prétention mise en part, toute modestie mise à part, parmi les visages de Live TV, là, il fait partie des visages de Live TV aujourd'hui. Mais parce que j'ai mis à contribution le fait que j'ai les réseaux sociaux
comment je fais en sorte de capitaliser. Donc, chers frères et sœurs, vous qui venez sur les réseaux sociaux, passez votre temps en train d'insulter les autres, de vilipender les autres. Il y a Quand d'autres vous mamans finissez... aussi dedans. Hein. Il y a d'autres mamans dedans. Ouais, mais bien sûr, bien sûr, merci beaucoup, oui, ça c'est vrai. Mais c'est pour dire aux autres, c'est pour dire, oui, ouais, Lucas, 1, 2, test micro, Ok, je m'assois, je m'installe, merci. Ok, Lucas, tu es assis, je vais chuter par là pour dire aux uns aux autres. Le matin, quand tu te réveilles et que tu viens sur les réseaux sociaux, tu as fini d'insulter 10 000 personnes. Quand tu as fini de faire un post sur Parigo, tu l'as insulté. Ok, tu as eu 10 000 likes, tu as eu 5 000 partages, tu as eu 100 000 commentaires. Mais le soir, quand tu es face à ta femme et tes enfants, là, est-ce que quand ils te disent, papa, j'ai faim, ou bien chérie, j'ai faim, tes 10 000 likes, là, c'est ça que tu prends pour mettre dans l'assiette pour leur donner à manger? Tu ne leur donneras pas ça à manger. Tu as gagné quoi? Tu n'as rien eu. Juste que ça a fait plaisir à ton ego. Arrêtez de chauffer vos égos pour rien. Parce que tu as gros ego, mais tu n'as rien dans ta poche. Ton ego est gros, mais ton portefeuille est vide. Ça fait pitié, ça fait de la peine. Capitalisez sur le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Si vous venez sur TikTok, venez, allez-y sur des panels où vous allez, quand tu sors du panel, tu sais que tu as appris quelque chose de nouveau, tu t'es enrichi de quelque chose. Et chaque jour, quand je lance des panels, je ne lance pas des panels parce que je pense que j'ai la science infuse. Ces panels, je les lance parce que quand je sais que je suis avec Parigo, je suis avec Nord-Sud, je suis avec Lucas, je suis avec Afsat, je suis avec Dengele, je suis avec Eric Carter, je suis avec Kragbe, je suis avec vous tous qui êtes en bas, mais parce que je suis sûr d'une chose, je m'enrichis de chacun de vous. Moi, mes relations que j'ai avec l'être humain, tout ce que j'ai comme relation dans la vie, si moi je ne gagne rien dedans, c'est pas la peine, on va pas marcher ensemble. Parce que je pars d'un principe qui est fondamental dans ma vie. Nos amitiés se font et se défendent au gré de nos intérêts. Et l'intérêt peut être sonnant et trébuchant comme il peut être immatériel. L'intérêt, c'est pas seulement l'argent. Le fait que nous soyons ensemble sur ce panel en train de discuter, c'est parce que vous tirez quelque chose du panel et moi aussi je tire quelque chose de vous. Voici l'intérêt qui nous réunit. Ce n'est pas de l'argent. Donc, chers frères et sœurs, chers amis, chers petits frères, prenez conscience. Prenez conscience. Il faut que votre temps, la vie que vous avez devant vous, le temps que vous passez sur les réseaux sociaux, il faut que ça vous apporte quelque chose. Si ça ne peut rien vous apporter, mais merde, arrêtez. Arrêtez. Mettez Gbagbo sur la liste, mettez Thiam sur la liste, mettez ceci sur la liste. Mais Thiam, il a une vie qui est remplie. Gbagbo, il a une vie qui est remplie. Il a des rentes viagères. Tout va bien chez lui, mec. Il a son équation personnelle. Alassane Ouattara a son équation personnelle. Il est au soir de sa vie. Et toi, un jeune d'à peine 20 ans, 25 ans, 30 ans, ta boussole, ce sont des vieillards. Des vieillards. Des gens qui ont tout fini. Et tu es prêt à aller mourir. Moi, aujourd'hui, je m'assois, je regarde, je pense encore. On parle tout le temps, on parle des petits Toussaint. Mais je pense aux petits Toussaint. Je pense au jeune homme qui a eu sa tête explosée en 2004 à l'hôtel Ivoire. Tous ceux qui sont morts. Mais aujourd'hui, je suis sûr que quand ils regardent de leur tombe, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ils doivent se retourner dans leur tombe. Ils doivent se retourner dans leur tombe. Parce que tu te rends compte que tu es mort pour rien. Ta vie n'a servi à rien. Ta vie n'a servi à rien. Qui pense à ta femme? Qui pense à tes enfants? Qui pense à ta mère? C'est ça que vous devez vous mettre dans la tête. C'est sur ces mots que franchement, je vais m'arrêter parce que je ne sais pas parler comme mon frère Sissi ou Lucas, qui eux ils sont très forts. Lucas, avant que tu ne prennes la parole, je souhaiterais que tu laisses 5 minutes à Karagbe et 5 minutes à Ismo avant de prendre la parole, s'il te plaît. Merci beaucoup. Bon, Bonjour. en français facile. Bonjour. Attends, Lucas. Grand frère Daouda. Attends. Je vous salue. Attends que je vous salue d'abord. Lucas. Juste les salutations. Lucas. Tu vas prendre la parole. Attends, laisse-moi te saluer d'abord. Je n'ai pas dit que je vais prendre la parole. Non, c'est président. Oui, président Parigo, bonjour, ça va? Ouais. Je n'ai même pas salué. Bonjour à tous les panélistes. J'étais en train de parler et j'ai fait parler. Vas-y. Oui, j'étais en train de parler, mais j'ai fait parler Homo. Donc, Homo, merci, on t'a bien compris. Et félicitations encore. Voilà. Merci Daouda, vraiment merci pour ce que tu as dit. Bon, tout à l'heure, tu as bien expliqué ton point de vue
j'ai compris, mais moi, j'ai pas trop partagé ce point de vue-là. Moi, je pense que les journalistes, les journalistes comme vous, là, vous, Herman, vous devez faire plus de live. S'il vous plaît, Kragbe, c'est le président Lucas qui avait la parole. Sinon, moi, je n'avais pas terminé. Donc, sinon, moi, je pensais que là, je m'avais donné la parole. Hein. Non, moi, je vous ai pas. C'est moi, j'avais la parole. Comme je parlais, il était inspiré, donc je l'ai laissé parler et ça a illustré. Voilà. Non, sinon, je pensais que président Daouda a dit que c'est Kragbe d'abord, après Kragbe, c'est pas grave, c'est Maître. Voilà, allez-y, c'est pas grave. Sinon, en ce moment, j'allais terminer ce que... C'est pas grave. Ouais, mais moi, c'est juste en 5 minutes seulement. C'est pas grave, allons-y les gars, allons-y, vas-y. Vous êtes des adultes. 5 minutes, ok? 5 minutes seulement. Donc moi, ce que je veux dire, non, hein, chacun a le droit d'opter pour la politique qui est propre à ses opinions. Ça, on ne peut pas enlever ça à quelqu'un. Donc, les gens font le combat politique. Et la politique, il faut savoir d'abord la politique, c'est pas un jeu où tu vas t'amuser. C'est un jeu qui est très dangereux. Très dangereux. Et c'est pas tout le monde qui peut faire la politique. Parce que tu fais la politique, non seulement tu te mets en danger, et tu mets ta famille en danger. Donc moi, en général, quand je vois des gens que j'estime qu'ils sont très courageux, qu'ils n'ont pas peur de mettre toute leur famille en danger, et que leur famille les supporte, et qu'ils sont dans leurs convictions pour leur combat, ceux-là, des fois, on les suit. C'est eux les leaders politiques. Maintenant, le problème, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'animosité, par exemple, entre nous, les cyberactivistes? Pourquoi parce qu'on a tous des opinions différentes. Mais pourquoi il y a tant d'animosité? Voilà, par exemple, tout à l'heure, Dengele disait qu'il me connaît depuis les lives de Ladji Sherif. Mais Dengele peut témoigner ici que c'est Ladji Sherif qui disait que c'est Kragbe qui est la personne qui est la plus insultée sur son live. À l'époque, il disait tout le temps, les gens insultaient ma mère, mon père, ma famille, tout le temps. Mais je n'ai jamais répondu à qui que ce soit. Donc vous voyez, non? Parce que moi, j'allais sur le live de Ladji, pourquoi? Pour débattre. On parlait des fois du taux de chômage qui était, je crois, à moins de 8%. C'est ce que Kokora disait. Je débattais avec lui. Mais on m'insultait. Et je parlais pendant combien de temps? Pendant 30 secondes. C'est pas pendant longtemps que je parlais. Donc, c'est pour dire que depuis qu'on se connaît, nous tous sur les réseaux sociaux, là, on se connaît nous tous depuis le début. On est tous coupables. On est tous coupables. On est tous comme ça. C'est comme ça. Mais la politique, là, c'est comme ça. Même à la Maison Blanche, là-bas, là, pour que Trump et puis Elon Musk se séparent, là, comment c'est fini? C'est des djakou. Ils ont djakou Elon Musk dans son visage à cause d'opinions, à cause d'idéologie. Tant que les politiciens peuvent discuter là, nous qui sommes en bas là, ça nous calme. Ça nous calme. Mais tant qu'on va museler des gens, empêcher d'autres personnes de venir participer là, mais ça crée les frustrations. Vous comprenez, non? Il y a un grand chanteur ivoirien, le plus grand chanteur ivoirien connu dans le monde entier, Alpha Blondy. Il a dit, quand plus une seule ethnie monopolise le pouvoir pendant plusieurs décennies, tôt ou tard, ça devient ce qu'on connaît. Oufou a fait ça. On a vu plus tard ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on veut toujours refaire la même chose? Voilà le petit Ghana qui est là à côté de nous. Le petit Libéria qui sont là, avec leur propre monnaie, avec leur mec moyen. Ils arrivent à faire l'alternance démocratique. Celui qui est au pouvoir là, il sait que son bilan là, sait qu'il peut partir librement, sans problème, parce qu'il a fait un bon bilan. Mais nous, les pays francophones, dans nos régimes présidentiels qui ne nous permettent pas d'avancer. Voilà, tout à l'heure même, Parigo expliquait la corruption dans la politique française là-bas. Et c'est ce qui nous gangrène là en Afrique francophone. À part le Sénégal qui arrive à s'en sortir un peu, mais même si c'est dans des heurts, on n'arrive pas à faire l'alternance démocratique. Quand quelqu'un vient au pouvoir, quand un groupe vient au pouvoir, ils veulent toujours rester au pouvoir. Mais ton bilan est positif quand tu peux quitter le pouvoir et puis revenir au pouvoir. Sans problème, sans trouble.
Donc, il faudrait que vraiment mes frères du RHDP mettent de l'eau dans leur vin. Parce qu'il y a toujours eu les insultes entre nous. Ce qui se passe aujourd'hui là, moi je suis témoin ici, Denguele est témoin aussi, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. On s'est toujours insulté entre nous. Et quand j'insulte, c'est que toi-même tu n'as pas d'argument. J'ai toujours été insulté sur le live de Ladji Shérif, tout le temps. Mais je n'ai jamais insulté qui que ce soit dedans. Et je causais de façon respectueuse à Ladji. Et beaucoup d'entre eux même sont des amis, même Kokoré, qui est là, on causait de façon respectueuse. Si on se voit, on cause de façon respectueuse. Mais on a des opinions qui sont différentes. Et pour moi, un argument se gagne quand tu ne rentres pas dans le débat personnel, quand tu ne rentres pas dans les insultes, quand tu ne rentres pas dans les invectives. C'est là que le débat se gagne. Donc, mes frères, pour enlever toute cette animosité entre nous, pour enlever la bagarre, débattons, discutons, ouvrons les panels. Vous les cyberactivistes, ouvrez les panels. Vous les journalistes comme les Daouda, appelle Herman, faites un live, faites des débats pendant des heures pour réconcilier les gens. Chacun vient expliquer tout, parler. Il faut qu'on se parle. Parce que si on se parle pas, si on ne s'affronte pas sur les idées, on va être obligé d'aller par la violence. Donc on ne veut pas ça. C'est tout. Merci. Merci beaucoup, Kragbe. Ismou, vas-y. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Moi, je pense que la politique ivoirienne n'a pas vraiment évolué et c'est vraiment dommage. Vous voyez, parce que quand on dit que la politique, on constate qu'il y a beaucoup de violence dedans, parce que la politique est devenue comme un grenier, vous voyez, un grenier de survie pour certains. Parce que les gens se disent que si mon leader passe, je vais avoir tel poste, je vais pouvoir manger, je vais être ceci, je vais être cela. Ça, c'est la racine. C'est là il faut combattre d'abord, afin que ceux qui décident de se mettre en politique soient vraiment au service des populations. Sinon, tous ces jeunes qui gravitent sur les réseaux sociaux, qui passent leur vie à insulter, à dénigrer des honnêtes citoyens et tout, même des personnes même dont ils ne connaissent même pas la vie, ils cherchent des informations pour les salir, pour inciter les gens à la violence, mais c'est à cause de tout ça, vous voyez. Et c'est ça le drame. C'est ça le drame. Moi, à l'époque, je me disais, voilà, on a connu un climat sociopolitique assez quand même animé, la violence des rues. En ce moment, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Vous voyez, Facebook est venu après et les gens ont fait l'expérience de la violence verbale sur Facebook. Aujourd'hui, sur TikTok, les gens le font de visu. Et c'est terrible, vous voyez. On sort même de ce qu'on appelle politique. Et on tombe vraiment dans la violence pure et dure. Dans la violence dans tout son sens, hein. Dans la violence psychologique, dans la violence physique et tout. Et ça, c'est vraiment dommage. Et c'est cette crainte-là que moi j'avais. À l'époque, j'avais cette crainte-là par rapport aux leaders qu'on avait. On avait on avait les Alassane Ouattara, les Laurent Gbagbo, encore les Feux qu'on avait dit, ainsi de suite. Et en même temps, quand je voyais les bons petits qui étaient avec eux, comme les Guillaume Soro, avec les Blé Goudé et tout ça, j'avais cette crainte-là d'une transposition de ce climat qui me semblait assez toxique sur la nouvelle génération. Vous voyez, voilà pourquoi quand il y avait certains leaders qui sortaient comme une troisième voie à côté, j'avais cette propension-là à les valoriser et à les promouvoir. Parce que, justement, c'est ce que je craignais. Et j'ai eu raison. Sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on voit comment, pour juste des problèmes d'opinion, de choix, les gens sont prêts à se manger la tête, les gens sont prêts à se broyer, les gens rentrent dans l'intimité des gens, dans la famille des gens, juste pourquoi? Parce qu'on n'est pas d'accord sur telle ou telle opinion, parce qu'on n'est pas d'accord par rapport à telle voix, parce qu'on n'est pas d'accord par rapport à nos choix, par rapport à tel leader. Et en même temps, on incite cette jeunesse-là à tout casser, à valoriser un secte qui est complètement toxique. Ouais, et Daouda l'a dit, la plupart des gens, quand on le dit, la plupart des gens, et c'est une réalité, ceux qui sont à l'extérieur sont beaucoup les promoteurs de cette violence-là. Parce que eux, ils vivent dans des environnements où on a les lois, ils savent très bien, et c'est ce que moi je leur disais, ils savent très bien que ce qu'ils demandent à nos jeunes de faire au pays, ils sont incapables de faire même le 1 milliardième là où ils sont. Parce qu'ils savent que la loi va s'appliquer.
Vous voyez, la loi va s'appliquer. Ils appellent à la haine, à la violence. Ils apprennent les gens à utiliser les mécanismes de violence pour non. Quand on veut la véritable démocratie, quand on veut la véritable alternance, ça ne vient pas uniquement du pouvoir. La vie politique d'un pays, c'est le pouvoir et c'est l'opposition. Et ça vient avec des attitudes, ça vient avec des comportements. Vous voyez, qu'on apprend à tout le monde. C'est comme ça qu'un pays évolue. Sinon, on n'aurait pas eu l'opposition, on n'aurait pas eu le pouvoir. Ce sont ces deux entités-là qui contribuent à redynamiser, à envoyer une nouvelle dynamique, une nouvelle donne dans la scène politique. On a tendance à dire non, le pouvoir faisait le même. L'opposition aussi a son rôle. Le pouvoir a son rôle, certes, au niveau de l'application des lois, le respect des lois, vous voyez, et favoriser l'alternance et tout. Mais l'opposition aussi doit voir son langage, son discours. Parce que le pouvoir n'est plus dans les rues. Le pouvoir, c'est dans les propositions que vous faites, les offres politiques, les programmes que vous proposez, dans la communication, dans le discours. Et c'est ce que Blé Goudé essaie de faire aujourd'hui. Et je pense que quelqu'un a dit ici, c'est tellement fondamental. Les choix qu'il a eu à faire avant ont eu des conséquences graves sur sa vie personnelle, sur la vie de sa famille, sur la vie de ses enfants et tout. Et aujourd'hui, il veut pas s'inscrire dans cette dynamique-là. Et ceux qui disent non, voilà, il n'est pas trop opposant, il n'est pas trop ceci, mais eux, ils sont pas au pays. Ils sont pas au pays. Quelqu'un qui a déjà fait près de 10 ans à la CPI, vous voulez lui demander de faire quoi? De recommencer la même chose. Et il va se retrouver dans les mêmes conditions. Pendant ce temps, vous allez vous pavaner en Europe, faire tout ce que vous voulez. Non. Et c'est valable pour tous les politiciens. Et c'est le conseil que moi je donne aux jeunes. Vous avez le droit de dénoncer. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit de critiquer. Mais critiquer, c'est pas la violence. Critiquer, c'est pas le mépris. Critiquer, c'est pas le mensonge. Vous voyez? Critiquer, c'est pas le désordre, la pagaille. Vous voyez? Donc, il faut faire attention. La politique aujourd'hui, nos politiciens doivent évoluer. Il faut vraiment évoluer parce que sinon, ce serait un échec collectif. Merci. D'accord. Maître Lucas. Homo. Ah oui. Oui, Homo, vas-y rapidement et puis laissez la parole à Lucas. Voilà, avant que Lucas va prendre la parole, j'ai écouté le monsieur qui disait, monsieur Krabbe, que est-ce qu'on veut empêcher les gens de lutter? Vous voyez, vous venez d'entendre Ismo. Mais au-delà de ce que Ousmane a dit, je m'en vais chercher ce que Eric Carter a dit, qui est fondamental. Les pays occidentaux sur lesquels on a copié cette démocratie, ou qui nous ont envoyé cette démocratie-là, ont défini ce qu'on appelle le champ républicain. C'est un pacte social, un pacte politique, c'est-à-dire une limite à tout, qui s'impose et au pouvoir et à l'opposition. Parce que l'opposition s'oppose et le gouvernement gouverne. C'est comme ça évolue. OK? Mais nous qui vous parlons, nous ne sommes pas des profanes. Nous avons de l'expérience. C'est pourquoi j'aime illustrer les propos du passé pour vous expliquer d'où on est parti. Et puis, vous êtes aussi contemporain de notre histoire récente. Elle est tellement récente que vous êtes obligé d'être contemporain. OK? Mais est-ce que la logique aujourd'hui, là, est-ce qu'elle est républicaine? Non. Est-ce que la logique du combat, de nos combats, aujourd'hui, là, est-ce qu'elle est républicaine? Non. Elle n'est pas républicaine. Donc, le message ne s'adresse pas seulement aux opposants, ça s'adresse même à ceux du pouvoir. Il faut définir un cadre républicain. Et moi, j'ai tiré les conséquences. Parce que depuis que je suis devenu homme, j'ai hérité de ça. C'est-à-dire, je suis né, j'ai vu une scission ethnologique en Côte d'Ivoire. J'ai vu une scission régionaliste en Côte d'Ivoire. J'ai vu une scission religieuse en Côte d'Ivoire. Et on a grandi avec ça. Donc, on a mené le combat par procuration. Et grâce à Dieu, Dieu a départagé. Ils ont tous été présidents. C'est-à-dire, chacun s'est assis dans le fauteuil. OK? Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on revienne aux fondamentaux de la République? Est-ce qu'il n'est pas temps? Est-ce qu'on va laisser nos enfants, nos petits-enfants vont venir bénéficier? Hier, j'ai illustré mes propos sur la Miss Fatima Koné, une gamine, qu'elle m'excuse du mot, innocente,
qui n'a rien fait. Son seul crime, ok, c'est d'appartenir à une communauté. Son seul crime, c'est de s'appeler Fatima Kone. Voilà son crime. Est-ce que on va continuer avec ça? On va continuer de cataloguer les gens. Et le président Lucas hier parlait de son tonton Mao Glofier. Dans quelles conditions il est décédé? Qui était le chef de FLGO, Front de Libération du Grand Ouest. Tout ce combat-là a été mené là. Quelle a été la finalité? Mais nous sommes à l'ère du bilan. Nous sommes à l'heure du bilan. Et moi, quand je regarde, je vous dis, il y en a qui pensent que c'est le départ d'Alassane Ouattara du pouvoir qui va régler le problème. Au contraire, j'ai dit, considérons Alassane Ouattara comme un atout, comme un point culminant, ok, pour régler nos problèmes. Parce que lui, grâce à Dieu, il n'a plus d'ambition. Il n'a plus d'ambition. 5 ans, on pense que c'est beaucoup, mais pour moi, c'est rien du tout dans la vie d'une nation. Donc, il peut profiter de ces 5 ans-là pour redéfinir, ok, l'arc républicain. Homo, si vous vous rappelez, il y a l'USAID qui avait mis un projet en place. C'est nous qui sommes allés faire la réunion à l'hôtel du Golfe. C'est nous qui avions demandé que tous les leaders politiques viennent signer un pacte. Si vous vous rappelez, ça a été signé à l'hôtel du Golfe. Ok? C'est nous on a demandé pour qu'ils s'engagent sur la non-violence autour du processus électoral, pour qu'ils s'engagent à respecter le résultat des urnes. Mais malgré qu'ils ont signé là, ça ne nous a pas évité les 3000 morts de la crise post-électorale. Ça ne nous a pas évité ça. Mais est-ce que ceux-là qui ont signé des engagements, on peut les considérer encore comme étant des alternatives? Parce que le bilan, il est là. Il est factuel. Les morts, là, ils n'ont pas eu justice. Il n'y a pas de coupable. Personne n'est coupable. Personne ne demande pardon. Personne n'a rien fait. Mais ce n'est pas seulement des morts, mais il y a des dégâts matériels. Il y a des dégâts matériels. Donc nous sommes, j'ai dit, à la fin du cycle, parce que c'est un cycle. À la fin du cycle, là, nous sommes à l'ère du bilan. Il y en a qui pensent que nous sommes à l'ère électorale. Nous sommes pas à l'ère électorale. Nous sommes à l'ère du bilan. À la fin du pouvoir de la génération. De la génération Bédé, Babo, Gueye, comment il s'appelle, Ouattara. Nous sommes à la fin du cycle. Chers jeunes, c'est le moment de faire le bilan. Redéfinir l'arc républicain. Répartir sur de nouvelles bases. Lucas, je pense que tu vas illustrer et je suis convaincu que tu diras ce que nous pensons. Merci. Merci. Quelqu'un n'a qu'à parler 5 minutes encore, le temps que je garde. Je suis en train de conduire. Ok, si vous pouvez me laisser parler, ça me fait plaisir. Daniel, tu penses que tu peux tenir 5 minutes? 5 minutes, c'est indiscipliné. Normalement, ok, merci beaucoup. Tu dois parler. Il y a longtemps, ça. Allô? Mori, je les regarde. Je suis dans la cour des coqs. Quand ils vont finir, ils vont me donner la parole. Allô, je peux parler? Bon, Dengele, vas-y, rapidement. Ok, vraiment, merci beaucoup. Tout à l'heure, le frère Krakoui a parlé. Je vous ai dit, non, on se connaît depuis... C'était avant 2020, non? Ou c'est pas 2020, si les live Facebook de Ladji, voilà, on discutait souvent entre nous, entre les frères, tout ça. Voilà. Mais j'avoue ici qu'il n'a jamais été, voilà, il n'a jamais été agressif, mais seulement il est dans la même belligérance que les autres, quoi. Voilà, ils sont dans la même nature à recenser les trucs. Moi, je voudrais savoir, Daouda, comme toi, tu es là, je peux te considérer comme un analyste politique. Est-ce que l'alternance dont prônent toujours les opposants, là, est-ce que l'alternance, là, ça fait partie des piliers fondamentaux de la démocratie? L'alternance, parce que j'attends l'alternance, moi, il veut savoir. Non, la conception de l'alternance, en fait, compris par les Ivoiriens, ils ont mal compris l'alternance. Une alternance, elle peut se passer au sein du même parti.
Si je prends en Afrique, si je prends le cas de l'Afrique du Sud, depuis que l'ANC a pris le pouvoir en Afrique du Sud, c'était avec Nelson Mandela, mais depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, il y a alternance en Afrique du Sud. Est-ce qu'il n'y a pas d'opposition en Afrique du Sud? Si, il y a une opposition, mais l'alternance se passe au sein du parti. Et généralement, les partis politiques, leur rôle, c'est de conquérir le pouvoir, mais après de garder le pouvoir. L'alternance que les gens veulent, c'est-à-dire que, lui, là est parti. Quand tu as fait 2 mandats, ton micro, comme tu as fait 2 mandats, il faut que tu vas revenir. Ça ne marche pas comme ça. Voilà. Si tu veux revenir au pouvoir, si le peuple veut revenir au pouvoir, il doit faire des propositions concrètes pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens vont juger. Le seul juge, ce sont les Ivoiriens. Si le PDCI veut revenir au pouvoir, il doit faire des propositions concrètes aux Ivoiriens. Comment ils doivent se soigner, comment ils doivent se lotir, comment ils doivent s'éduquer, comment ils doivent se sécuriser. Les Ivoiriens vont regarder, ils vont analyser. S'ils estiment que c'est mieux que pour Ouattara, mais ils vont choisir. Donc, si l'alternance se passe au sein du RAGP, ça ne fait aucune entorse à la démocratie. Voici ma réflexion sur la question. Vraiment, voilà, merci beaucoup. Donc, ce que moi je souhaiterais dire à mon frère Kragbe, monsieur Kragbe, l'alternance dont vous parlez là, pour dire non, il faut que on change de président, coûte que coûte. Mais moi j'ai posé la question sur tous les panels, de me donner le nom d'un seul pays où ils ont changé pour changer, et puis le pays a vraiment changé par rapport au changement qu'ils ont effectué par rapport aux têtes. Ça n'existe nulle part. On ne change pas pour changer. Donne-moi le nom d'un pays où ils ont changé parce qu'ils ont voulu changer et que ça a fait changer le pays. Vas-y, donne-moi le nom. Le Ghana avec J.J. Rawlings. Oh, tu as vu? Vous n'êtes même pas renseigné. Vous n'êtes même pas renseigné. Le Ghana, donc les Ghana, ils ont changé pour changer. Parce que j'étais eu dans la phrase, changer pour changer. C'est-à-dire que changer parce qu'on a envie de changer. Au Ghana, Jerry John Rawlings a fait le coup d'État le plus sanglant de l'histoire en Afrique. Le plus sanglant. Même le père de l'ancien président ghanéen, qui était son parent, a été potofié. Voilà. Donc si c'est un modèle, alors Kragbe, tu peux nous le dire. Mais c'est pas ça qu'on appelle un changement. Merci. Voilà. Donc Kragbe, moi je vais te dire, moi Denguele là, moi j'ai travaillé, c'est-à-dire que à la GR de 2011 jusqu'en 2013, mais à chaque fois quand il y avait le déplacement du président, c'est là on prenait notre section. Mais on nous avait mis à Noé après une attaque. Quelques semaines après l'arrestation de Gbagbo, et nous on est parti en renfort, on nous a demandé de rester. Je connais très bien les Ghanéens. Moi, je te fais une révélation. Un officier ghanéen qui habite à Cape Coast, mais qui travaille à Ilubo, en étant parce que souvent on causait entre nous, qui connaît un peu sa famille à 13 jours, il comprend un peu français, qui a dit, il y a si c'était au Ghana, pour que le Ghana ait la paix aujourd'hui, là, il y a les têtes qui étaient dans la xénophobie, ont été nettoyées, comme l'a dit monsieur Parigo. C'est-à-dire qu'on les place, on dit, lui là, s'il est vivant, on va pas avoir la paix, puis on l'élimine. Ils ont fait ça au Ghana. Mais si on fait ça en Côte d'Ivoire, c'est pas bon. Ils ont regardé toutes les têtes qui tiennent les discours guerriers xénophobes, on les a potofiés à Cape Coast. Ils les ont mis au poteau comme ça à la plage, et puis ils ont mis bang, 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 et puis ils sont descendus. Parce que c'est des gens d'ici, ils sont vivants, ils vont intoxiquer le peuple, et ça va se terminer par une guerre. Et que voilà comment eux, ils ont eu aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui la démocratie. Et les chefs du village ont fait jurer tous les enfants de chaque village pour dire plus jamais qu'on prend le pouvoir avec la force. Le Ghana a plus de coups d'État que le Mali. Est-ce que tu le sais? Tu ne le sais pas. C'est pour te dire que si on veut appliquer l'exemple que tu es en train de prendre sur le Ghana, tu ne connais pas. Sortez, vous allez comprendre les choses. Aujourd'hui, quand tu prends le pouvoir au Ghana, tu tiens un discours xénophobique d'une manière pas. On t'enlève. Et puis ce sont les chefs coutumiers qui vont t'enlever. Au Ghana, les chefs coutumiers sont écoutés plus qu'un commandant de gendarmerie, plus qu'un commandant de l'armée. Les chefs du village au Ghana. T'as compris? Donc il faut sortir dans ça. Les Français vont vouloir changer pour changer. Ils en sont où aujourd'hui? Ils sont où? Macron est venu tellement qu'ils n'en voulaient pas. Ils ont dit oui, il n'y avait pas de tête. Bon, voilà, lui, on va le prendre parce qu'il est jeune. Ça a créé quoi? Aujourd'hui au Sénégal. Tu crois que le Sénégal s'en sort? On dit ils sont jeunes, on les a pris. Comme si les présidents là, ils font marathon. Tu crois que si c'était pour courir, on va prendre Gbagbo? Si c'était pour courir, on va prendre Alassane Ouattara? Même Tidjane Thiam, tu penses qu'il peut courir? Si c'est pour courir là même là. Mais non, on va choisir un jeune, un très jeune. Voilà pourquoi on dit 35 ans pour être candidat. Tu penses qu'un homme de 35 ans là, il a la maturité
À 40 ans, si tu es encore con, t'appelles vieux con. Donc arrêtez de dire aux gens, oui, alternance, alternance, ça ne tient pas la route. Vous voyez, moi, je dis toujours sur tous les panels. Il y a un proverbe français qui dit un intellectuel malhonnête est plus notoire, plus dangereux pour sa nation que 20 soldats indisciplinés. Parce que le soldat indiscipliné, pour l'éliminer, là, mais c'est avec une roquette. Mais un malhonnête intellectuel, il peut détourner l'intelligence de au moins 1 million de personnes par chaque discours. Mais vous êtes dans ça, alternance, parce que vous voulez qu'on prenne vos présidents. Mais quand vous parlez d'alternance là, vous avez une alternance de vous à moi. Vous parlez d'alternance, il a été là, directeur de Bennett. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que le Bennett a fait de 94 à 98? Qu'est-ce que le Bennett a fait? Dites-nous, ils ont fait quoi? Ils ont réalisé quoi? Quels sont les plans où Tidjane Thiam a réalisé? Tu sais combien de plans de maisons moi j'ai? Si tu veux me mettre à caméra, je te montre. Il y a au moins 10 plans de maisons. Qu'une maison que je veux construire. Tu as compris? C'est qu'il a mis au village là, il a dit non, ça ne me ressemble pas. Il veut construire une maison où je peux faire la poudre. Mais le fait d'avoir un plan de maison n'est pas dit qu'il a construit la maison. Voilà. Pour que cette maison, je dorme là-dedans, il va falloir acheter les graviers, les fers, les ciments, payer les maçons. Ils vont venir faire la maison. Quand on vous parle, vous êtes là, les 12 éléphants, ouais, c'est le projet de celui-là. Si on dit 3e pont, c'est le projet de lui-là. On dit 4e pont, c'est le projet de lui-là. Pont de Jacquesville, c'est le projet de lui-là. Mais toi, tu as un projet qui n'a pas fait. C'est comme ton papa a une forêt, 20 hectares. Vous êtes là, ouais, on va faire champ de cacao ici, hein. On va faire champ de maïs, vous n'avez rien fait. Et vous avez un cousin qui vient, qui tombe la forêt et qui fait cacao, maïs, ça pousse. Vous dites non, c'était votre forêt, c'était votre idée. Mais c'était votre idée, vous avez planté un pied là-bas. Moi, je pense qu'il faut dire là, de la manière le début n'était pas là, Daouda a dit. Il faut tenir des discours apaisants. Vos députés qui ont quitté l'hémicycle là, c'est un manque de respect. Parce qu'on a reçu des gens. Les Congolais, vous ne savez même pas pourquoi ils sont là. Ils sont là pour beaucoup de choses. Mais l'une de leurs principales causes d'arrivée, c'est de venir savoir comment on a pu vaincre le Koulouna, qu'on appelle microbe chez nous. Ça fait un point. Comment on a pu régler cette situation de guerre entre le Nord et le Sud? Ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. Maintenant, si vous devez venir les faire savoir qu'on n'a pas réussi, mais c'est votre problème. Regarde au PDCI, il y en a qui sont partis, mais il y a d'autres qui sont restés. Vous-même, vous n'êtes même pas ça. C'est l'image que le Congo va partir avec. Il y a eu combien de dialogues politiques? Il y a eu combien de dialogues politiques? Vous croyez qu'on doit déposer nos institutions à côté et puis se baser sur des dialogues? Parce qu'on doit faire plaisir à des frères et sœurs qui sont en train de bouger dans le recoin de la maison. Moi, je vous dis, hein, le train a démarré. Celui qui veut, tu montes là-haut. Celui qui veut, tu rentres dans le wagon. Celui qui veut, il se jette sur les rails. Mais le train va partir. On va partir, on va pas vous attendre. Le PDCI n'a pas été exclu. Le PPACI n'a pas été exclu. Vous comprenez? Ceux qui doivent se plaindre là même, c'est le GPS. Parce que c'est eux les partis politiques qu'on a dissous. Et ils doivent se plaindre. Ils doivent se plaindre. Parigo a dit, il y a eu au moins 5 dialogues politiques en 2 ans. Si je me trompe, hein. Mais vous n'avez pas invité, vous n'avez jamais dit que vous voulez que le GPS participe. Vous n'avez pas demandé. Vous voulez que le GPS reste comme ça. Vous voulez utiliser les partisans de Soro à vous aider à une insurrection. Mais nous, on vous attend au pied ferme. Ne croyez pas aussi que celui qui est en face de vous va s'asseoir pour vous regarder. Tous les discours que vous tenez là, même les panels de 2 personnes, ils enregistrent et puis ils gardent, et puis ils écoutent, ils analysent les discours. C'est ce que moi je vous dis. Si vous ne croyez pas que les gens font ça, continuez, tenez les discours guerriers. Et je vous dis, en âme et conscience, tous ceux qui vont être arrêtés dans cette histoire-là, ils vont être arrêtés avec des preuves à l'appui. De la manière quand TikTok te sanctionne là, il te joue ta vidéo là. C'est comme ça qu'on va faire. Tout ce qu'on va prendre, on va jouer les vidéos. Tu vas écouter ce que tu as dit, et puis on va te dire, on va te mettre à la place d'Alassane, et puis nous on va se mettre à ta place, et puis on va voir si c'est bon. Donc moi je pense que il faut sortir de ce que vous êtes dedans là. L'alternance, changement, patati patata. Daouda, moi je te confie, je te dis une chose. Tidjane Thiam est une victime. Il faut aider Tidjane Thiam. Parce que Tidjane Thiam, ils sont allés le trouver tranquillement dans son PA à Paris. On lui a dit, monsieur, il y a un monsieur qui a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire parce qu'il est banquier. Il a pris le pouvoir parce qu'il a travaillé au FMI. Il a pris le pouvoir parce qu'il a travaillé à je ne sais où, à la BCAO. Donc comme toi, tu as travaillé à McKinsey, tu as travaillé, je ne sais, Prudential, tu as travaillé à Crédit Suisse. Donc nous là, on a échoué, on ne peut pas le battre. Viens, tu vas le battre pour nous.
Toi, Tidiane Tam se dit quoi? C'est un combat loyal qu'il vient faire. Ils sont allés chercher le monsieur, ils veulent le mettre dans la merde. Ils ne sont pas allés le chercher, venir se battre contre le vice, ou bien le troisième vice-champion, mais le champion en titre lui-même. Le champion en titre lui-même. Et lui, on lui dit, bon, Tidiane Tam, avant que toi-même là, tu deviennes sur les rings de boxe, voilà ce que la fédération ivoirienne de boxe exige. On regarde même, tu n'es même pas un boxeur qui est d'abord qui respecte les règles. Parce que d'abord, avant d'être un grand boxeur, il faut être d'abord dans la discipline des règles. Donc tu ne l'es pas. Donc quand on dit oui, le président Ouattara, il a écarté les gens parce qu'il a peur. Mais d'abord, pour être un grand opposant, mais il faut être un grand admirateur de règles. On ne peut pas venir nous dire qu'on ne connaît pas les règles du pays, qu'on ne connaît pas un article de loi qui existe dans notre pays et puis penser et gouverner ce pays-là. L'article 48, quand ils ont mis, le président Ouattara, il avait peut-être 17 ans, 18 ans, il était encore peut-être au collège ou au lycée. On va l'amputer ça aussi. Et si on amputait la trahison de Jésus, ça n'aurait pas fait bien. Si on amputait pour dire que non, c'est le président Ouattara même qui est à la base de la crucifixie de Laurent, comment dirais-je, Jésus-Christ. Ça sera encore mieux. Comme ça sera naturel pour qu'on puisse le condamner. Moi, je pense qu'à un moment donné, le dialogue politique ne doit pas primer à nos constitutions. Le dialogue politique ne doit pas primer à nos lois. Le dialogue politique doit peut-être suivre quelques petites règles. On va venir dire non, on va sauter l'article 48. Parce que Tidiane Tam, il a porté une lunette, on ne va pas accepter ça. On ne va pas aussi bafouer la décision de notre justice parce que Laurent Gbagbo porte des chemises manches longues. On ne va pas accepter ça. Donc moi, je vous dis, l'alternance, ça ne veut rien dire. C'est que vous avancez, arrêtez de tromper vos petits frères. L'alternance ne veut rien dire aujourd'hui, ça ne veut rien dire demain. Si la démocratie est la volonté du peuple, alors si le peuple veut quelqu'un, la personne va être là. Et puis pour que le peuple puisse te vouloir toi, il faut que toi aussi tu aies de l'amour pour le peuple. Est-ce que Tidiane Tam avait l'amour pour ce peuple-là? Parce qu'il a quitté ce peuple-là depuis 25 ans, il n'est jamais revenu. Tidiane Tam, depuis 25 ans, n'a jamais fait 30 jours successifs sur ce territoire. Ça, c'est pas un amour. Donc, il faut que nous soyons cohérents. Soyons cohérents, faites des discours apaisants. Maintenant, si vous voulez aller au charbon, moi, je pense qu'il y en a qui sont prêts pour aller au charbon avec vous, qui ne sont ni militaires, ni gendarmes, ni policiers, qui sont ni militants, mais qui sont des sympathisants, qui veulent en découdre avec vous. Parce que vous, si vous n'êtes que des sympathisants, vous avez compris. Donc, ne mélangez pas la Côte d'Ivoire. Nous, on veut le dimanche, on va à Bassam, on va à Benjerville, comment dirais-je, dis Benjerville, encore chaque ville, Assini, on va s'amuser. Lundi, on va dans notre boulot, on veut voir le pays. Tu passes dans un quartier, demain, tu vois, il y a des humains, c'est ce que nous, on veut. Et ceux qui sont en train de prendre le pouvoir, il n'y a aucun humain qui tient leur nom. Merci beaucoup. Merci, Denguele. Voilà, merci. Merci beaucoup. Avant de commencer là, Kragbe Nyagbe, est-ce que tu es là? Je suis là. Est-ce que Kragbe Nyagbe est là? Oui, je suis là. Oui, Kragbe, moi je voulais savoir, bon, je ne sais pas si c'est moi qui ai bien compris, mais tu étais en train de donner conseil au RHDP au pouvoir en place, c'est ça? Conseil? Non, moi je donne mon opinion. On est dans un pays démocratique, donc chacun est libre de donner son opinion. C'est mon opinion que je donne. Dans ton opinion, ça veut dire au RHDP de faire la démocratie, c'est ça? Oui, moi je fais l'alternance. Je veux qu'en Côte d'Ivoire... Non, attends. Kragbe, tu n'as pas bien compris ou bien quand tu donnes ton opinion, c'est sur un sujet bien donné. Toi, tu demandes au RHDP d'appliquer la démocratie. Ça, c'est plus ton opinion. Ça, c'est un conseil que tu es en train de donner au RHDP. Il ne faut pas confondre les deux. Donc, toi-même, je ne sais pas si tu comprends ce que... Toi, tu estimes que le RHDP, donc, n'applique pas la démocratie. Donc, le RHDP ou bien le gouvernement en place ou bien Alassane Ouattara, c'est un dictateur. Parce que quelqu'un qui n'applique pas la démocratie, c'est un dictateur. C'est ça, non? Déjà, je vois où tu veux partir, hein, mais je ne rentre pas dans ce jeu-là. Donc, vas-y. Ah, mais moi, non. Parce que quand moi tu parles là, quand tu parles, j'écoute ce que tu dis. Je n'écoute pas ce que tu n'as pas dit. Donc, moi, c'est ce que tu as dit là, c'est ça que j'ai écouté. Tu n'as pas donné ton opinion sur, on va dire, le jeu démocratique en Côte d'Ivoire. Non. Tu dis que le RHDP n'est pas le RHDP n'applique pas la démocratie. Toi, tu souhaites que
le RHDP applique la démocratie dans ton pays qui est la Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas une opinion que tu es en train de donner. Ça là, tu es en train de donner un conseil. Parce que s'il n'applique pas la démocratie là, tu dis quelque chose, c'est-à-dire il y a des conséquences. Déjà, je n'ai pas dit ça. Ou bien? Déjà, je n'ai pas dit ça. D'accord, faut reprendre. Merci, voilà. Il faut parler, je vais bien écouter. Donc, je parlais, donc mon argumentaire, c'était en fait non sur l'alternance pacifique démocratique. L'alternance démocratique. C'est de ça que je parlais. Donc, j'ai donné mes exemples. J'ai parlé des pays où il y a l'alternance pacifique démocratique. J'ai parlé des pays comme le Ghana, comme le Libéria, un peu le Sénégal. J'ai beaucoup critiqué les régimes francophones, surtout où il y a les pouvoirs présidentiels qui sont très forts, qui s'y mixent un peu dans le pouvoir judiciaire. Parce que dans la démocratie, il y a le pouvoir, il y a plusieurs façons. Tu peux avoir une démocratie avec un pouvoir présidentiel fort, ou bien une démocratie avec un pouvoir parlementaire. Mais moi, je suis quelqu'un, je veux que pour tout pouvoir, il y ait un contre-pouvoir. Tu comprends, non? C'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y ait une personne suprême, mais il faut qu'il y ait, je sais pas, en français, bon, nous, en anglais, on dit ça check and balance. Tu vois, non? Donc, qu'il y a quelqu'un qui soit là pour équilibrer. C'est de ça que je parle dans mon idéal démocratique. Et c'est un idéal que moi j'ai, c'est mon opinion, et que beaucoup de personnes partagent ça. Maître, merci. Donc, en Côte d'Ivoire, actuellement, il y a un poids lourd. C'est Alassane Ouattara. Donc, toi, tu souhaiterais qu'il y ait un contre-pouvoir et ça soit un autre homme politique. C'est bien ce que j'ai compris. Oui. Voilà, maintenant, voilà. Donc, je te pose la question maintenant. Cet homme politique-là, pour toi, c'est qui? Je que ça bien opposé à Ouattara, par exemple, quelqu'un, surtout Laurent Gbagbo. Ok, maintenant, moi, je vais te poser la question. Tu dis pour tout pouvoir, il doit avoir un contre-pouvoir. Laurent Gbagbo, lui, son contre-pouvoir au sein du PPACI, là, c'est qui? Au sein de la gauche, son contre-pouvoir, là, c'est qui? C'est son parti? Non, c'est en français. Hey, non, c'est difficile. Qui peut m'aider pour lui poser la question? Qui peut m'aider pour lui poser la question? Lucas, non. Lucas veut savoir. Oui, Lucas veut savoir, dans le PPACI, là, qui c'est qui a le cran de s'opposer à Gbagbo? Qui peut dire le contraire de ce qu'il dit dans le PPACI? C'est la question qu'il te pose. Mais est-ce que le PPACI, c'est une dictature? Le PPACI, il y a des débats là-bas. Est-ce que tu peux t'asseoir et puis débattre avec les Gbagbo là? On n'a pas dit il n'y a pas de débat. On dit qu'il faut nous dire le nom de celui qui fait le débat là. C'est son nom on veut. Moi je veux seulement son nom. Mais eux tous débattent. Bon, en Côte d'Ivoire aussi. Donc en Côte d'Ivoire aussi. Donc je vais te répondre. En Côte d'Ivoire, tout le monde débat. Tout le monde est contre le pouvoir. Alassane Ouattara, tout le monde le critique. Tout le monde dit ce qu'il veut sur lui. Il y a des chaînes de télévision qui sont là où on s'en va critiquer le régime. Mais il y a le contre-pouvoir. Tu veux quoi encore? Toi, tu veux seulement que ça soit Gbagbo. Toi, ton problème là, il faut que ça soit Gbagbo qui soit son contre-pouvoir. Maintenant, on te pose la question. Non, ferme ton micro. Ferme ton micro. Tu as eu la chance de répondre. Tu ne souhaites pas répondre. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Toi, pour toi, là, au PPACI, tout le monde débat contre Gbagbo. Toi, tu ne nous apportes pas la preuve, hein. Mais seulement toi, tu sais, en ton âme et conscience, comme tu fais partie du PPACI, tu sais qu'il y a des débats en interne. Nous, on n'est pas là-bas, mais on doit te croire. Maintenant, pour Alassane Ouattara, là, toi, tu dis qu'il n'y a personne qui débat avec lui, alors que tous les jours, toi-même, tu vois à la télévision, Steve Biko qui s'en va le critiquer. Tu vois le PPACI, ils sont sur des chaînes de télé pour aller dire qu'il a échoué. Tu vois les PDCistes qui sortent même de l'Assemblée nationale, mais toi, tu dis ça, c'est pas un contre-pouvoir. Toi, tu assumes que ça, c'est pas le contre-pouvoir. Ça, c'est le pouvoir. Il faut que Gbagbo soit candidat pour faire le contre-pouvoir. Mais mon frère, je ne sais même pas quelle réponse tu donnes, mais tu n'es même pas lucide. Où est ta lucidité? Où est ta lucidité? Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. Mais en 2000, là, qui était le contre-pouvoir de Laurent Gbagbo? Si tu te poses cette question, tu vas commencer à bégayer. En 2000.
Qui était le contre-pouvoir de Laurent Gbagbo, le démocrate? Ok, je te Laurent réponds. Gbagbo, la démo... Je te réponds, si tu veux. Tu n'as pas sa réponse. Oh. Si je te Tu vas me réponds, fatiguer pour rien. ok. En Toi, c'est qui? 2002, C'était qui? en 2002, les 2 tiers du pays étaient occupés par... J'ai dit en 2000, quand Laurent Gbagbo devient président. En 2000, quand Gbagbo Laurent Est-ce que tu m'écoutes même? Mais oui. Oui, qui est son opposant? Ton opposant, j'avais le PDC qui était là, il y avait Alassane Ouattara qui était là. J'ai dit je n'ai pas dit quel parti. Au forum de la réconciliation, on a vu ses opposants. C'est compliqué aussi, hein. Denis Robert, Henri Konan Bédier, et puis Alassane Ouattara. J'ai dit en 2000 là. Attends, ou bien c'est moi qui n'entends pas bien. C'est moi qui n'entends pas bien, bien les problèmes de réseau. C'est pour cela que les gens l'insultaient chez Ladi. Moi aussi, je le suivais chez Ladi. C'est exactement comme ça qu'il raisonne. Il va à gauche, à droite. C'est pour cela que les gars l'insultaient chez Ladi. Lui, là, pardon, depuis il faut fermer ton micro, pardon. C'est voilà, c'est pardon, il faut fermer ton micro, pardon. Je le connais, c'est mon bro. Il faut fermer ton micro parce que franchement... Il ne faut pas le louper même. Non, franchement, je pensais que tu étais un peu plus lucide que ça. On te pose la question de savoir, en 2000, là, qui était l'opposant de Gbagbo. Tu n'arrives même pas à répondre, tu dis tous les partis. Mais en Côte d'Ivoire, les partis existent. À part le GPS qui a été dissous, quel parti a été dissous? Tu dis, toi, tu veux que ça soit Gbagbo qui soit le contre-pouvoir. Maintenant, on te demande pour Gbagbo, là, en 2000, là, qui était son opposant. Gbagbo n'avait pas d'opposant. Et je vais te dire, si tu ne connais pas là, je vais te rappeler, Gbagbo n'avait pas d'opposant. Donc, en 2005, Gbagbo, il devenait président. Parce que Bédier ne pouvait pas être candidat, il avait dépassé l'âge. Alassane Ouattara, on a dit qu'il était de nationalité douteuse. Guy Robert ne pouvait plus être candidat. Donc, Laurent Gbagbo partait aux élections contre qui en 2005? Vous êtes là, vous faites comme si... Vous pensez que tout le monde est idiot. Vous pensez que nous sommes des idiots. En 2005, Laurent Gbagbo partait aux élections contre qui? S'il n'y avait pas eu la rébellion là, Laurent Gbagbo partait aux élections contre qui? C'est un petit candidat qui allait venir se présenter face à lui. Alassane Ouattara, pas candidat. Bédier, pas candidat à cause de l'âge. Guy Robert, pas candidat parce qu'il avait... On dit qu'il avait fomenté un coup pour ne pas laisser Gbagbo président, tout ça, tout ça. Lui, il allait être exclu. C'est Gbagbo seul qui allait partir aux élections. Qui ne sait pas ça? Qui ne savait pas ça? C'est la rébellion qui a redistribué toutes les cartes. Ou bien toi, tu n'as pas compris? Ça, là encore, on doit venir t'expliquer. Non, c'est pas facile, hein, franchement. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu es tellement omnibilé, tu es envoûté, que tu n'arrives même plus à voir la réalité. Il n'y a pas un pro-Gbagbo qui peut venir me répondre, à cette question. En 2005, s'il n'y avait pas eu la rébellion, là, qui allait être le candidat face à Laurent Gbagbo? Là, j'attends la réponse, c'est tout. C'est cette réponse-là que j'attends et puis je vais continuer. Parce que tant que je n'ai pas cette réponse-là, je ne peux pas continuer. Ceux qui sont en bas qui vocifèrent, il y a une place qui vient de se libérer. Montez et puis répondez-moi ça clairement. J'ai une réponse. Oui. Thiam. Oui. Thiam pouvait être son... Thiam, on lui a demandé, il était en France pendant une émission de télé. Est-ce que vous êtes prêt à retourner faire les élections et faire la politique en Côte d'Ivoire? Il dit, j'ai été guéri par le coup d'État de 99. Je ne vais plus en Côte d'Ivoire. La rébellion l'a fait peur. Il n'a pas dit la rébellion, il dit, j'ai été guéri par le coup d'État. Faut pas mettre ton micro, je suis modérateur, il y a des descendre. Hein. Daouda, je vais descendre ton gars là. Hein. Lucas, tu sais que il faut parler avec. Non, tu es modérateur, tu peux faire ce que tu veux, hein, frère. Non, mais on dit que. Est-ce que le discours que Thiam a. Il n'a pas encore fini de parler, il a déjà descendu. Le discours que Thiam a dit là, est-ce qu'il a parlé de la rébellion? Il dit, j'ai été guéri par le coup d'État. Le coup d'État m'a guéri de la politique ivoirienne. Thiam ne voulait plus venir. En 2005, là, venez me dire. Sur tous les pro-Gbagbo là, montez, vous allez me dire en 2005 qui allait être candidat face à Gbagbo. C'est la seule question que j'ai posée. Mes amis, RHDP Dengele. Moi j'ai la réponse. Ok, vas-y, président Paris. Attends, donc, Lika, j'ai raison quand j'ai dit que Thiam a été blagué, alors donc j'ai raison alors. C'est Dolo Adama. Attends, Lika, dis-moi, par rapport à ton analyse, donc tu as fait de dire que moi, Dengele, j'ai raison quand j'ai dit qu'ils sont allés mentir à Tidjane Thiam et qu'ils l'ont mis dans la merde. Ils ont blagué Thiam, ils ont mis Thiam dans la merde. Dieu merci. J'ai dit, il n'y a pas un pro-Gbagbo. Moi, j'ai dit, les balles ne sont même pas encore terminées. On a commencé petit à petit. Déjà, ils ont commencé à trembler. Il n'y a pas. Nous, on était dedans. Si on veut parler, il faut dire qu'on parle. Mais nous, on était dedans, on parle. Laurent Gbagbo ne voulait pas que quelqu'un soit candidat contre lui. Et puis, en Côte d'Ivoire, personne n'allait être candidat contre lui. Et ça, tout le monde le sait. Bon, ceux qui font semblant comme s'ils ne savent pas là, bon, c'est eux leur problème. Mais quand on va arriver au débat, face à face, ça va chauffer. Il y a le feu qui va sortir. Ça, moi, je vous promets le feu. Je vous dis ici, sur le palais de Daouda, je vous promets le feu. Parce que moi, face au premier pro Gbagbo, je l'allume.
Direct. Et puis c'est des questions où on va rentrer dans le fond. Et mais les gens vont commencer à me détester. Donc je suis obligé de faire un peu, tu sais, quand tu as une famille qui est gore, hein, souvent on t'appelle, hé mon fils, nous, tu sais que nous sommes gore, tu es en train de nous allumer comme ça, il faut faire doucement. Il dit, maman, politique, il n'y a pas doucement, il y a vous allumer. Si tu ne veux pas qu'elle t'allume, il faut me suivre. Si tu ne veux pas qu'elle t'allume, il faut me suivre. Bon, Dieu merci. Ça, bon, vraiment, Dieu, je suis un enfant béni. Mon papa m'a écouté, hein, il m'écoute tellement, il dit, mon fils, non, j'ai fait un enfant, hein. Il dit, papa, c'est vrai, il dit, oui. Moi-même, j'adhère dans ton mouvement, là, tu es mon président. J'ai convaincu mon papa d'adhérer dans mon mouvement. Président Parigo, est-ce que tu peux croire ça? Bravo à toi. Est-ce que tu peux croire? Il dit, mon fils, je t'ai écouté. J'ai écouté TikTok. Quand je veux dormir, je t'écoute, mon fils. Je suis fier. Lucas, on veut Parigo, hein. Lucas, on veut Parigo dans le mouvement. Lucas, on veut Parigo dans le mouvement. Il va venir. On veut Parigo. Il va venir. Si Parigo vient, je viens. Si Parigo rentre, je rentre. Tu es mon président. Je vais payer mes cotisations. Parce que quand je t'écoute là, tu es lucide, tu es clair, puis tu es véridique. Tu ne mens pas parce que tout le monde te connaît. Il dit, tu es sur les réseaux sociaux avec ton vrai nom. Personne, tu ne te caches pas ta vraie photo. Et puis ce que tu expliques là, nous tous on sait que c'est la vérité. C'est parce que nous, on ne peut pas parler, on avait des postes de responsabilité. Si on parle, on va dire qu'on est traite. Mais toi, tu n'avais aucun poste. Tu n'as pas mangé. Dans un pays, je ne t'ai jamais donné 5 francs pour dire que ça, c'est Gbagbo qui t'a donné. Tu n'as jamais mangé l'argent de Gbagbo, toi, tu peux dire ce que tu veux. Et j'ai dit, je n'ai jamais mangé l'argent de Gbagbo. Je n'ai jamais goûté l'argent de Gbagbo, donc je peux dire ce que je veux. Gbagbo n'a jamais payé mon école, n'a jamais payé mes études. Lui-même, il m'a fait perdre beaucoup. C'est pas lui qui... Lui, m'a fait perdre beaucoup. C'est mon père qui a payé mes études. Donc, si mon papa me dit continue, je continue. Aïe! Si mon papa même me dit que continue, mon fils, je te soutiens. Moi-même, je fais partie de ton mouvement, tu es mon président. Est-ce qu'il y a un honneur plus que ça dans la vie là? Si ton papa me dit que ce que tu fais là, toi-même là, tu es ton disciple. Mais c'est que ce que tu fais, tu es béni. Moi, j'ai dit, ma bénédiction, c'est fini. Moi là, j'ai eu ma bénédiction, tu viens. Ce que tu veux là, on va faire. Bon, ce que tu veux là, on va faire. Le débat au centre de l'église, du village là. Parce que je vois les gens parler avec beaucoup d'émotion. On n'est pas des assistants ici, s'il vous plaît. Ramenez le débat là, on va débattre. Général Ahmed. Général, il est chaud, tu as donné la parole, il va rien dire. Il faut te calmer. On sait que, voilà, on sait que tu es venu, tu veux t'exprimer. Ici là, c'est mon panel. Tu as compris, général, je parle comment je veux, je parle quand je veux. Maintenant, quand on vous trouve sur vos panels là. C'est panel de Daouda. Voilà. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Ben, c'est panel de Daouda, est-ce que Daouda s'appelle général? Bon, on va se calmer, on va se calmer. Non, oui, c'est vrai, il est très compliqué. Le général n'est pas poli. Comment il faut activer ma modération? Il faut activer ma modération. Voilà. Général, il faut être poli, s'il te plaît, il faut être poli. Tu as bien trouvé les gens. Mais toi-même, tu dis c'est panel de Daouda. Est-ce que Daouda s'appelle général? Où est quelque chose de mal poli ici là? Ouais, tu es très mal poli. Il n'a pas été poli. Oui, c'est le panel de Daouda. Est-ce que c'est ton panel? Voilà. Donc tu n'as pas besoin de donner à quelqu'un. C'est ça qui est mal poli? C'est ça qui est mal poli? Ben, de toute façon, on est là, non, tu as bouche. Alors que je vois le nom d'une autre personne. Comment c'est parler aujourd'hui? Vous êtes sérieux là? Les gars, moi je vous demande pardon à vous tous qui êtes là. Soyons sympas les uns avec les autres. On va laisser Lucas, il va terminer. Général Ahmed, Lucas va terminer. On va te donner la parole. Hein, il est en train de parler, laisse-le se vider. La biche, je vois ton appel, je vois, c'est moi qui coupe. Général Ahmed, tu vas avoir la parole. Laisse Lucas, va terminer. Et puis après, on va gérer tout ça et calmement. Le fils du noble, vraiment, il faut te calmer. Ne nous énervons pas, nous tous. Vraiment, je suis obligé d'activer ça pour essayer de calmer tout le monde. On va aller doucement, pardonner. Hein? Ne faisons pas palabre. Général, vraiment, écoute, regarde à moi. Laisse Lucas terminer. Après, moi, je te donne la parole. Personne ne va parler. Fils du noble, pardon. Hein? Denguele, pardon. Aïssa Bale. Merci, j'enlève le mot de spectacle. Lucas, termine. Voilà, et puis je vais, qu'on appelle ça. Et puis on va donner la parole à Général Ahmed. Merci. Homo, j'ai un message à passer. Oui. J'ai un message à passer, c'est très important. Quand on commençait le panel ce matin, on était combien? Là, je venais du panel de Jessie J. Ok? Donc, on était sur le panel. Les gens ont décidé de dire que tous ceux qui critiquent
certaines personnes dans l'opposition devaient descendre. Et moi, j'ai fait le tour, j'étais vu en live. On est venu, on a fait que le panel, actuellement, nous sommes à 1000 personnes connectées. Donc, il faut que les gens comprennent. C'est pas parce qu'il y a du monde connecté qu'ils vont arriver à la dernière minute et puis venir nous imposer un dictat sur le panel. Il faut qu'on essaie de structurer et d'organiser le débat. C'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure, il faut me donner la modération aussi. Voilà, parce qu'il faut que le débat soit posé. C'est très important. Qu'on se respecte aussi. Voilà, moi, c'est pour ça que quand je vois certaines personnes sur un panel, je ne monte pas. Je préfère ne pas monter. Voilà. Et que quand ces personnes-là aussi me voient quelque part, je leur demande pardon. Faut pas, ils n'ont qu'à venir monter, on n'a qu'à s'éviter. Donc, je préfère te le dire maintenant. Parce que moi, je ne veux pas de discussion inutile. On est parti de ce panel, il y avait plus de combien? On a laissé des enfants qui respectent, qui manquent du respect. Tous ceux qui étaient là, nous, on est descendus, on est partis. Voilà. Et après, ça a commencé à descendre. Aujourd'hui, ils vont venir ici. Quand ils vont arriver, venir monter, et puis venir vouloir faire du panel ce qu'ils veulent, moi, je ne serai pas d'accord. Je préfère te dire dès le départ. Je sais que tu as parlé aux autres, mais je préfère te dire. Merci. Merci beaucoup. Je pense que les choses vont bien se passer. On va se calmer. On va aller doucement. Lucas, termine. On va faire ça. Oui, mon frère moi, Lucas. je sais que Ahmed, là, il est suicidaire. Mais il ne faut pas compter sur moi. Je vais te laisser en haut. Je ne vais même pas te toucher. Parce que tu es venu me manquer de respect pour que je jette ton corps. Mais je ne vais même pas te toucher. Moi, je suis un démocrate pur et dur. Donc, moi, j'aime la démocratie. Pas t'inquiéter. Hein? Donc, je vais continuer mes propos tranquillement. Voilà. Je dis et je répète. Moi, là, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Aujourd'hui, là, j'ai réussi à convaincre beaucoup que la ligne qu'on est en train de prendre actuellement, là, c'est une ligne, c'est la meilleure. Le reste, là, c'est des... Et je ne sais pas quel thème je vais... C'est des aventuriers qui veulent vous conduire dans une aventure sans issue. C'est une aventure sans issue. Quand vous les voyez, depuis qu'ils sont dans le combat, là, qu'est-ce qu'ils ont gagné qu'est-ce qu'ils ont gagné? Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Rien. Rien du zéro. Faut leur demander, depuis qu'ils ont commencé le combat là, ils ont gagné quoi? Quels sont les faits d'armes? Moi je ne vois rien. Des gens qui sont toujours soi-disant dans un combat, mais ils sont toujours en train de se promener comme des orphelins partout pour tenter de trouver un petit réconfort. Mais ça fait pitié. Si vous êtes Lucas, ton micro commence à grésiller en fait. Oui, je suis arrivé quelque part là, je vais passer dans le sous-sol, donc je vais chuter par là pour dire. Les orphelins politiques là, ne cherchez pas. Les orphelins politiques, ok. Bon, on va laisser les orphelins politiques parler. Les frustrés, les frustrés. Les orphelins, c'est les frustrés. Si on dit frustré, ils vont dire que moi, je m'appelle Charles. Ils vont dire c'est Charles. Moi, je dis les orphelins. Ce sont les orphelins politiques. Les gars, s'il vous plaît. Lucas, faut mettre tambour. Faut mettre tambour pour moi, Oh, Lucas, tu me fais chier. Mets tambour, sinon il n'y a pas arrêté. Voilà, c'est bon. Merci, je fais mon Merci beaucoup. Bon, exceptionnellement, j'ai sur mon pouvoir discrétionnaire pour éviter tout amalgame. Je sais que tout le monde a compris tout et tout. Je vais laisser la parole à Général Ahmed pour qu'il puisse s'exprimer. Général Ahmed, je laisse la parole pour que je t'exprime. Je demande à ce que, pendant ta prise de parole, vraiment, sois indulgent avec les mots, tu vois, de sorte que le débat puisse bien se passer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Daouda. Merci à tous ceux qui sont ici. De prime abord, j'aimerais dire à certains de ne pas se sentir visés. On a la recherche de personnes. Nous sommes dans un combat politique et nous menons notre combat là où il se doit. Il faut que les uns et les autres soient rassurés de ça. Parce que j'estime que des personnes se prennent pour le centre du monde et ils pensent que d'aucuns les poursuivent là où ils vont. Non, loin de moi. Déjà, ce n'est pas votre panel. Hein, la personne se sentira bien concernée. Ce n'est pas votre panel. Je suis venu sur un panel ouvert. Je suis venu sur un panel ouvert. Je ne peux pas, je dis, moi tu es sur ce panel-là. Je ne vais pas être sur le même panel que je veux. Il faut que les uns et les autres. Voilà, je ne peux pas accepter. Voilà. Je ne peux pas accepter. Quand les uns et les autres parlent, il faut qu'ils sachent que ils ont cette capacité de parler. Non, président. Daouda, j'ai été très clair tout à l'heure. Faites-nous savoir ce que vous en pensez en laissant un commentaire.